La famille, c'est comment? J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. C'est votre Guerriade comme d'habitude. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle. On est dans le sud de la France, on est à Bayonne. On est avec monsieur Benoît Saint-Denis. On va passer une journée complète avec lui de A à Z. On va voir c'est quoi un peu sa routine, les choses qu'il aime bien faire dans la vie, les choses qu'il apprécie, etc. Donc voilà, on va faire une petite vidéo avec lui. Allez, Ria, tu parles trop là, c'est parti pour l'entraînement. On y va? Direction, Ça la commence- boxe, ça c'est commence tout de parti. suite, là Ça boxe. Bon Benoît, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est là ce matin? Alors là, ici, on est à Sifit, on est dans leur deuxième localisation. Ils en ont une première dans Bayonne. Et là, maintenant, ça fait quelques années qu'ils sont en Anglette. Moi, Sifit, c'est le club où j'ai commencé le pied-point. Puis petit à petit, le MMA. Ok. Et il y a Christophe Savoca qui est également là, le coach avec qui j'ai commencé le sol. Eux, c'est Masterless La Floride, c'est dans Bayonne. Donc voilà, donc ça, c'est un des clubs dans lequel je passe le plus de temps. Donc il y a un espace prépa physique, il y a un espace MMA, il y a un espace ring. À la base, c'est un club de K1. Donc ils ont gardé cet état d'esprit avec le ring ici. Ils ont pas mal de compétiteurs qui font toujours les championnats de France en classe A, classe B. Ok. Ils ont quelques pros aussi en Muay Thai et en K1. K1, c'est kickboxing. Kickboxing. Le dernier pro de très haut niveau qu'ils ont eu, c'était Stéphane Chisperigui, qui a été dans le top 5 au Glory en moins de 93, donc aurait pu affronter un mec comme Pereira par exemple, Ok. qui était donc très solide, et qui a déjà fait sparring pour Francis à l'époque à Paris, etc. Avec qui je m'entraîne régulièrement ici. Et donc là, tu as un espace cage là-bas au fond. Et puis récemment, ils ont récupéré une deuxième partie de salle, ce qui leur permet de s'agrandir encore et puis d'avoir encore plus de monde, parce que tu as vu, le MMA en France, ça a pris un engouement énorme. De ouf. Donc ces salles ici, aujourd'hui, elles ont la chance, lorsqu'elles proposent de la qualité, de pouvoir accueillir toujours plus de monde. Et de manière de faire ça de manière pérenne, tu vois, de garder de la qualité et tout, il faut quand même de l'espace, du tatami, pour éviter de se blesser, pour pouvoir lutter. Donc du coup, ils ont récupéré cet espace-là. Cours collectif. Cours collectif, exactement. Et c'est là où on va s'entraîner aussi tout à l'heure. Tu vas te régaler. On va voir l'espace prépa physique. Ouais, vas-y, direct. Allez. Toi, tu viens du sol à la base, hein. T'es un mec du JJB. Ouais, moi j'ai commencé le JJB en 2017 avec Christophe Savoca. 6 mois, 1 an après, j'ai attaqué la boxe ici à Sifit. Et après, je me suis dit, j'aimerais bien mélanger tout ça. Et donc j'ai attaqué le MMA. J'ai 2000 quoi, 2017? Ouais, mi-2018, j'ai commencé le MMA. Ouais. Et vraiment, on va dire plus sérieusement. Et puis en début 2019, j'ai commencé ma carrière en professionnel. Donc Ça fait pas si longtemps que ça quand même, hein. non, ça a été rapide, ouf, hein. mais ça m'a beaucoup plu. Je m'y suis investi à fond. Là, on est dans l'espace prépa physique de Sifit. Ouais. Donc les quelques coachs, monsieur Christophe Cordier, mon coach de MMA ici à Bayonne, Christophe Savoca, mon coach de mes débuts en sol et mon coach toujours actuellement de JB, et mon coach de boxe anglaise, Anthony Brett. Ici, c'est l'espace prépa physique, c'est assez simple, hein. Tu as ce qu'il faut pour bosser, quoi. Tu as quelques ergs, donc tu t'as vu assaut bike, rameur, ski erg, et après tu as les haltères, des barres d'haltéro, des poids, un rack à squat là-bas, et puis voilà, tu as ce qu'il faut, la base pour pouvoir bien s'entraîner bosser, hein. correctement. Ouais, Ah ouais, exactement. Bah, magnifique. Bah écoute, c'est parti, moi j'aime changer et on commence, c'est parti. let's Allez, go. en avant, os. Tu connais, protège tibia frérot. C'est pas les mêmes que je mets d'habitude, tu vois, les protèges tibia, mais ça va faire l'affaire, t'inquiète pas. Je vais bien représenter aujourd'hui. Tu sais que j'ai jamais fait l'entraînement de MMA, j'ai déjà fait des petits trucs vite fait. J'ai fait des 1v1, j'ai fait des 2v2. T'as capté ou pas? Je me suis déjà retrouvé en situation, on va dire, délicate. Mais là, c'est un autre bail, frérot. On n'est pas à domicile, on est dans le sud de la France. On va représenter la capitale. T'as capté ou pas? La Tour Eiffel, le club champion d'Europe. Mais est-ce qu'il est prêt? C'est ça la vraie question. Oh, le mec, il a un truc de Robocop sur le genou, il vient. Mon gars, ici c'est du solide, c'est du sérieux. Pas de casse, pas de protège-dents, pas de coquille. À l'ancienne. C'est ça, exactement. Je sais plus quand est-ce que ça a été inventé les protège-dents, je crois que ça date des années 20, un truc comme ça. Imagine avant les premiers combats, les mecs ils n'avaient pas de protège-dents. Au début, la boxe anglaise, il n'y avait pas de protège-dents, il n'y avait pas de nombre de rounds. C'était que au cas où. Donc genre le record, je crois, c'est 60 rounds, un truc comme ça. 60 rounds. Ouais, un truc comme ça, ouais. Dans l'histoire, au début, dans les années 30 et tout. Il y a des mecs, ils ont arrêté, c'est là où ils sont commencé à se dire, ouais, faut qu'on mette des rounds. Parce que les mecs, ils tombaient pas. 60 rounds, les mecs, ils devaient avoir la tête comme ça, tu vois. Après, c'était à l'ancienne, ils n'étaient pas aussi athlétiques, mais tu vois, t'imagines bien qu'au bout du 10e round, il devait y avoir 10 coups dans tout un round, tu vois. Ça devait être horrible. L'UFC, au début, il n'y avait pas de round, tu sais, c'était jusqu'au finish. Et il y a eu le fameux combat, c'était Gracie contre, je sais plus contre qui c'était, contre Shamrock, je crois. En fait, ils sont restés 40 minutes au sol, il se passait rien. Donc la foule, au bout de 20 minutes, elle commençait à bouer, mais tu sais, les mecs, ils étaient morts. Donc tu sais, tu vois très bien, genre au sol et ça bouge plus, quoi. Il se passait plus rien. Et donc c'est là qu'ils ont dit, bon, on va mettre des rounds et on va mettre des comptages avec l'arbitre, quoi. Mais t'as vu ce que tu dis là, c'est hyper intéressant. Parce que t'as vu, nous en tant que spectateurs, Ouais. quand on regarde un combat, des fois quand il se passe pas grand chose, tu vois le public qui Ouais. commence à huer. Ouais. Mais vous dans la cage, c'est quoi votre ressenti quand il se passe ça genre? Des fois tu le ressens pas, des fois tu le ressens, ça dépend. Des fois tu es concentré, tu sais. Donc ça dépend vraiment du pub, à quel point c'est, tu vois. Si c'est que quelques sifflets, tu le ressens vraiment pas. Et après, ouais, c'est possible que tu le ressentes si tu as toute la salle qui boue et tout. Après les mecs, tu vois, tu essayes des fois de bouger, de te motiver avec l'adversaire pour faire quelque chose, je pense. Mais tu restes concentré
sur ce que tu as à faire en vrai. Hein, ça te parce que- pousse pas à aller directement. Bah tu sais, toi t'es dans les mecs, je pense que quand ils bougent pas, vraiment pas, c'est qu'ils sont dans le dur, tu vois. Ouais. Après il y a des positions, des fois les spectateurs se rendent pas compte, mais ça travaille un peu, tu vois. Mais des fois les mecs sont cramés aussi. Hein. Quand t'as deux mecs cramés, t'as beau les encourager. Tu sais, c'est comme en course à pied. Hein. Des fois, quand t'es au bout du rouleau, autant qu'on a beau t'encourager, si tu peux plus accélérer, t'avances plus, quoi. t'avances plus. Mais tu sais, aujourd'hui, comme tu sais, le MMA c'est grave développé. Ouais. T'as maintenant des gens qui sont pas forcément experts des sports de combat qui Ouais. regardent. Ouais, ils bien comprennent sûr. pas que t'as vu par exemple la lutte ou le grappling, quand Ouais. ça se passe au sol, Ouais. ils disent bah il se passe rien. Oui, 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 bien sûr. Ils se rendent pas compte que c'est une phase où ça tire, ça pousse, etc. Bah, comme en judo, tu sais. Le judo, tu as des sports et effectivement qui sont moins attractifs que d'autres. Le judo, tu as vu les JO en poids lourd. Des fois, tu as l'impression qu'il se passe rien. Mais sauf que les mecs, bah, Ça travaille en fait tout le ça temps. travaille, ça se pousse, etc. Mais effectivement, il se passe moins de choses que chez les légers, tu vois. Ouais. C'est la difficulté quand tu connais pas un sport. Je travaille mes esquives, tu connais frérot, important. En bas comme ça, l'essuie-glace on appelle ça. Mais frérot, il y a deux mecs qui combattent là, vendredi ici. Il y a des combattants pro ici. Hein. Devine l'intrus. C'est qui l'intrus? Attends, je vais essayer de refaire comme lui. Wesh, frérot. Là, ce qui est bien sur ce type d'exercice, peu importe le niveau, juste si l'attitude est correcte, tu peux travailler avec n'importe quel niveau de boxe et tu peux quand même faire un travail efficace. Ok, on peut travailler ensemble quoi. Ouais, voilà, exactement. Attends, je vais y aller tranquille, hein. Genre vraiment. J'imagine. Ouais. Attends, je peux pas aller plus haut. Tranquille, mais bon. Allez, hop, je monte, tu vois, je vais être là, boum, boum, Ouais. boum, boum, tu vois. Ok. Là, à ton tour. Boum, boum, boum. Voilà, tu fais la combinaison, ton choix, tu vois, hop. Le but, c'est d'être relâché, tu vois. Ok. Hop, voilà. Voilà, exactement. T'inquiète pas, il n'y a pas de remise, donc tu peux y aller sur la combinaison, tu vois, j'envoie les juste, hop. Ah, allez. Voilà, et tu travailles aussi ta défense. Ok. Sans trop bouger, tu vois, hop, bloc, voilà, exactement, tu vois, j'envoie léger. Le but là, c'est de s'échauffer. Comme ça, tu peux voir les coups un peu arriver. Tu vois, je peux dévier, bloquer, hop, bloquer, hop. Tu vois, vraiment, je les envoie main ouverte. Tu vois, la remise, elle est immédiate. Parce que t'es pas, tu vois, là, je suis ressorti. Ouais. Essaye de ressortir à la fin de ta combinaison. Ok. Voilà, tu vois. Pourquoi? Parce que si tu restes sur place, Ouais, tu te prends tout de tu suite m'enchaînes là. direct, ouais. Exactement. Go les jambes, vas-y, mets-toi en garde. Ouais. Donc je vais être là, par exemple, je vais être là. Boum. Je t'envoie une jambe, à ton Ok. tour. Je t'envoie une jambe. Hop. Je t'envoie un genou. Pied-point, donc la même chose, sauf que là, hop, 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 je finis par exemple avec une jambe. Ok. À ton tour. Hop, hop, hop. Voilà, exactement. Hop, hop, hop. Hop, par exemple. Ah, c'est pas mal les genoux. Voilà, ouais, t'as vu les genoux, Ah c'est ouais. vite là. C'est quoi que tu préfères toi? Moi j'aime bien les genoux. Voilà. Moi j'aime bien parce que tu vois, ça te permet de finir par exemple ici, combinaison forte. Ouais. Et là, boum, t'as toutes les ouvertures pour les coudes derrière. Ah ouais. Et quand t'aimes bien le corps à corps aussi, c'est les genoux. Les coudes c'est le plus. c'est un bon. Ah, ça fait mal. Hein. Ça Ça dévaste fait hein, les mal. coudes. Hein. Exactement. Boum, boum, boum. La même chose sauf qu'on cherche la lutte. C'est-à-dire, je suis là, j'envoie un peu. Hop, je vais chercher ta jambe. Relâche-toi, hop. Je te bouge un peu, tu vois. Je te fais un peu travailler. Ici, je vais là, bien là. Moi, ça me permet de me chauffer aussi. Et là, à ton tour. Ok. En fait, tu travailles une entrée en anglaise et derrière, tu vas. Voilà, exactement. Tu vas chercher le clinch. Ça, c'est pas mal. Hein? C'est un bon basique, body lock, super. Impeccable. Là, tu relâches. Hop, la même chose, sauf qu'on finit par amener au sol. Ok. Donc là, tu rentres. Voilà. Et là, tu finis ton amener au sol. Voilà, super. Exactement. Hop, impeccable. Bam. Tu vois, tu te places un peu. Tu pèses. Bien pesé. Hop. Un peu. Hop. Là, par exemple, je t'amène au sol. Hop, je suis ici. Hop, là, tu dois sortir de la position. Donc, tu travailles, tu recomposes à demi. Tu as déjà fait un peu de sol? Non, jamais. Ok, donc là, tu vas travailler. Tu vas me saisir, par exemple, ici, sous l'aisselle, Ouais. de ce côté-là. Ouais. Sous l'aisselle. Voilà, et là, tu te lèves. Allez, pousse, pousse, pousse. Ouais, super. Voilà, Ok. exactement. Là, tu me mets au sol. Ouais, super. Hop. Et tu vois, renversement, c'est ça, par exemple. Ça, c'est un renversement. Ok. La papille. Ultra rapide. Ouais, super. Hop. Voilà, lève. Super. Là, C'est à toi ou c'est à moi? ouais, là, c'est moi qui t'amène au sol. Hop. Et là, tu te lèves. Allez. Voilà, travaille le relevé en bas. Super. Voilà. Super. Ça fatigue, t'as vu, rien que l'échauffement. On n'est pas habitué aux automatismes. Ouais. Fatigant. Frérot, attention, ça soit vite fait.
On a le droit de faire une pause, on a le droit. En fait, c'est pour ça que j'ai jamais fait d'entraînement de MMA. J'ai que fait du semblant, moi. Tu connais, tu viens avec des combattants, tu tapes 2-3 fois. Attends, c'est que l'échauffement là? Non. Ok. Oh. Ça va toi? Toi t'es bien? Bah ouais je vois ça, frérot, t'es encore en jean. C'est fini pour moi là, non? Ouais du coup là t'as enchaîné pas mal là quand même hein? Ouais, là, Combien? 4 combats en 8 mois là? en 9 mois, je En crois, 9 mois ou 8-9 mois, j'ai fait 4 combats, ouais. Et après. Gros volume quand même hein? Ouais, gros volume de fight, qui nous a permis de se placer à la 5e place mondiale dans la catégorie lightweight. Ouais. Et là, on attend, normalement, en juillet, on devrait retourner au charbon. Ouais, Parce qu'il juillet, y a en des, plus, il y a des c'est- affaires de papier, mais on verra bien. C'est quoi, c'est Il y a plus l'International Fight Week? Ouais, là International Fight Week. On va voir ce qui va se passer, si ça se Ça valide parle ou pas. de McGregor sur la carte là? Également, ouais, on va voir. Hein. Lui, ça fait longtemps qu'il doit revenir, mais il va un peu choisir ses adversaires, j'ai l'impression. Donc, Ouais, et lui, c'est et l'UFC, ouais, voilà. Là, il est pas. Ouais, je pense qu'il a repris sérieusement le combat, mais je pense pas que c'est l'ombre de lui-même, mais je pense que c'est un Conor quand même très en dessous de ce qu'il y avait. Conor, son apogée, ça a été 66-70. Son prime. À son prime, voilà. Et après, il a eu ses déboires. Après, on peut pas lui en vouloir. Hein. Le mec, il était au RSA irlandais et en quelques années, il est devenu multimillionnaire. Donc, c'est une trajectoire très particulière, même dans le monde du MMA, c'est une trajectoire unique. Hein. Donc, Et là, du coup, là, en juillet, t'as qui un peu en cible? bah moi, j'aimerais un mec devant moi ou juste derrière moi. Donc, il n'y a pas beaucoup de candidats. Hein. Ça va de Gamrot au champion. De toute manière, il faut battre tout le monde pour devenir champion. Donc, il faut essayer d'avoir une certaine régularité et de battre les mecs. Ouais. Toi, un peu, c'est ça ta mentalité. Hein. J'ai remarqué, t'es plus en UFC, me donne quelqu'un, je le prends direct quoi. Bah, il faut, de toute manière, si tu veux devenir champion, il faut être capable de battre tout le monde. Après, c'est vrai qu'on a un sport qui est compliqué. Parce que tu as vu, des fois, tu as des styles qui sont vraiment relous pour toi. Tu vois. Pour certains combattants, il peut y avoir des styles vraiment où c'est le style que tu n'aimes pas. C'est pour ça qu'il faut être le plus complet possible, apprendre et essayer d'arriver à un niveau où tu es capable de battre n'importe quel style d'adversaire. Ouais. Et le meilleur lutteur et le meilleur striker de l'UFC. Le but, c'est ça. Et le meilleur grappleur, tu vois. C'est d'être capable de battre n'importe lequel de ces trois styles et n'importe quel mec qui mélange bien les trois, tu vois. Donc c'est ça la difficulté de ce sport. Ouais. Ça t'a mis une petite annonce sur ton Insta là. Les gens ont essayé de décrypter un peu ça, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est un truc qui est déjà fait ou bien c'est juste pour donner un petit peu à manger aux gens Non, moi je mets pas de truc quand il n'y a pas de piste. Okay. C'est un truc où qui est avancé. Pour que ça se concrétise, c'était un peu comme à l'époque quand je devais prendre Gamrot. Il faut un stylo et il faut signer quoi. Donc on attend ça. Mais c'est sur le chemin quoi. C'est en chemin, ouais. Ça serait un bon combat quand même. Hein. Ça serait un bon combat. Un France-Angleterre, tu vois. Ça serait un crunch, ça serait un beau combat. Ça peut être lui ou ça peut être quelqu'un d'autre. Moi, ça m'est égal du moment qu'on me donne une opportunité d'affronter un mec suffisamment solide pour pouvoir me placer comme contender légitime pour la ceinture ou pour la BMF. Tu vois, on a la chance en plus d'avoir deux ceintures dans notre KCT. Ouais. Et toi, tu es éligible aux deux en fait. Parce que tu as souvent des combattants qui veulent combattre pour la BMF, mais ils n'ont pas le style, on va dire, du BMF. Tu vois. Bien et sûr. toi, tu es totalement dans. Oui, je pense que j'ai cette capacité à jouer cette ceinture-là. Maintenant, il faut encore prouver. Donc, on fait tout pour. Et après, il y a Arman pour le moment qui est bien positionné pour la ceinture avec derrière Justin et plutôt pour rien. Donc on va voir, lui aussi ça peut être un combat potentiel. Arman, ça peut être un bon combat aussi. Hein. Ça peut être c'est un très gros combat parce que sportivement parlant, c'est le combat le plus excitant. Ah oui. Parce que tu le tapes, tu es vraiment légitime derrière. Arman, ouais. Mais après, j'ai l'impression que l'UFC, il aime pas trop, il le boycotte un petit peu. Je sais pas, en tout cas, il a une bonne communication hein, aujourd'hui. Là, ça fait 6 mois qu'on le voit partout sur les réseaux. Donc on va voir ce qui va se passer déjà en juin là, à la Maison Blanche. Ouais. Nous, on va rester concentré sur le prochain fight, taper le mec et puis voilà, repartir. Ce serait pas mal, franchement, un BSD, Paddy Pimblett. En plus, il vient de combattre pour la ceinture. C'est-à-dire qu'en vrai, si tu le tapes, c'est du souverain pour toi en fait. Ouais, c'est potentiellement une grosse opportunité derrière. Ouais. Mais on dit toujours ça, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé avec l'UFC. Mais en tout cas, Dana White, il est. En tout cas, tu fais quand même un pas de plus, quoi. Tu recules pas, quoi. Ouais. Mais voilà, le but c'est, on va voir. Donc on va voir s'ils vont nous proposer ça. On y bosse et puis. En vrai, c'est un combat logique, quoi. Tu sais, ouais, ça peut être. Les 6e. Les 6e, ouais, les 6e. Je suis 5e.
Ça peut être un combat, ouais. Moi j'aurais bien aimé aussi, pourquoi pas un Charles Oliveira au Brésil, tu vois, pour la BMF. Ouais, c'est bon, Mais ça, c'est des Oliveira. mecs qui combattent, t'as vu, qui combattent rarement. Un peu à la Khamzat, tous ces gars-là, ils combattent une fois tous les 8 mois, tous les 9 mois. Ça se comprend aussi parce que tu vois, c'est des gens qui veulent capitaliser aussi sur leur carrière. Donc souvent ils réservent les 2-3 mois derrière leur combat aux sponsors, aux gens qui les soutiennent. Ils ont beaucoup de soutien, ils ont une grosse médiatisation, il y a beaucoup de pression à ce niveau-là de la compétition. Et aussi ils veulent avoir le meilleur camp possible, donc ils aiment bien, tu sais, vraiment se remettre en forme petit à petit et pas faire une grosse accélération qui peut te mettre, tu sais, quand tu as beaucoup de poids à perdre, plus une grosse prépa à faire, quand tu cumules beaucoup de choses, des fois tu peux te louper. Donc c'est des mecs qui aiment bien tu sais, se remettre en selle vraiment sur le long terme, tu vois, le mec qui prend vraiment 4-5 mois pour vraiment être au top, quoi. J'ai l'impression que tu es assez lucide et assez tranquille aussi dans ta façon d'analyser ta carrière, tes choix de combat, etc. Ouais, bah tu sais, moi Ouais, en fait, tu as compris comment ça fonctionnait, quoi. bah, avec le temps, en fait, j'ai pris une grosse claque en 2024 où je connaissais pas encore grand chose. Ça met du temps à se forger, tu vois. J'ai pas eu mon père qui était dans les sports de combat de haut niveau depuis sa tendre enfance. J'ai pas été formaté dans ce milieu-là, donc forcément j'ai dû beaucoup apprendre. Mais j'ai dû apprendre rapidement parce que je commence ma carrière en 2019. Début 2024, j'affronte Poirier, tu vois, donc ça allait très vite. Donc j'ai essayé de beaucoup apprendre, d'apprendre rapidement. J'intellectualise beaucoup la discipline et j'essaie de me faire plaisir parce qu'en réalité, j'ai quitté mon premier taf pour faire ça par passion, quoi. Ouais. Donc j'ai le bonheur aussi d'avoir assez de soutien et d'avoir performé à un niveau suffisant aujourd'hui pour vraiment bien gagner ma vie avec. Du coup c'est le kiff, quoi, c'est le pied, mais j'essaie vraiment de profiter du coup là des années qui me restent pour me faire plaisir et essayer d'aller le plus haut possible. Ouais. Ah, bah, ça se ressent en tout cas. Ça se Ouais, ressent. c'est pareil, toi, je faisais le comparatif avec toi tu as ta carrière de youtubeur et tout. Sur les réseaux, des fois, tu vois, ça doit être pesant, des fois ça doit être dur. Des fois, tu as des projets qui doivent te donner grave envie. Tu y vas, tu vois, tu charbonnes, mais ça doit être charbon aussi. Tout le temps et j'imagine, je me rends pas compte de tout le staff qu'il y a derrière toi, mais tu dois avoir t'as beaucoup de monde toi qui travaille avec toi, qui collabore Ouais, avec toi, non? j'ai pas mal de personnes, pas mal de gens. En fait, c'est une certaine pression parce que tu te dis, en vrai, on va dire, entre guillemets, tout dépend un peu de toi, quoi. Tu vois. Tout dépend un peu de toi. Après, tout le monde met du sien, c'est aussi Ouais, un bien travail sûr. d'équipe, quoi. Exactement. En fait, il faut que tu montres que tu es content d'être là et que tu as envie, quoi. Ouais. Pousser un peu les gens Et qui ouais, sont ouais. avec toi à chaque Et ouais. fois. Et ouais, bah, c'est ça, bah, tu vois, c'est la même difficulté. Tu vois, là, il y avait le coach de boxe anglaise, mon coach de MMA de Bayonne qui était là. Ouais. Donc les deux, ils essayent de me mettre des thèmes en place, des trucs, de me faire kiffer, de me remobiliser. Et moi, j'essaie de rester attentif, tu vois, de progresser, d'écouter, d'être à l'écoute. Et c'est un travail d'équipe, mais à la fin, tout repose sur toi, comme tu dis. Si t'arrives, ta vidéo, elle fait 3 vues, bah, entre guillemets, tu vois, même si on peut pas noter la qualité d'une vidéo qu'elle a vue, mais c'est la qualité de la vidéo, tu vois, si la qualité, elle est, à la fin, elle n'y est pas, parce que toi, le rendu que tu as donné n'est pas bon, bah, ça repose, tu vois, c'est toi qui prends la claque quelque part, tu vois. C'est toute l'équipe, mais toi, le premier à prendre la claque, c'est toi. Et nous, moi, en plus, Quand tu rentres dans la cage, là, dans ma discipline, c'est que tu prends la claque physiquement et tu vois, tu peux la prendre dans les deux sens du terme. Donc ça, c'est la difficulté. Et c'est pour ça, il faut toujours arriver à trouver le plaisir dans ce que tu fais. Bon, c'est la difficulté parce que j'imagine que tu as plein de propositions. C'est comme nous, tu es obligé de des fois refuser, temporiser. Parce que tu peux pas tout faire. Parce que des fois, tu te crames, quoi. J'imagine si tu fais trop de trucs à la fois. Bah, t'as envie, en fait, t'as envie d'être partout, mais c'est pas possible. C'est pas possible, exactement. Donc il faut y rester concentré et bah nous c'est la même difficulté, tu vois. Tu as envie d'être partout, mais à un moment donné, les combats et les victoires, c'est quand même ce qui te fait le plus avancer. Ah ouais. Et donc il faut rester toujours quand même concentré principalement là-dessus. Et après tu as le reste, tu vois. Bah, c'est sur ça qu'on te juge, en tout cas, en tant que combattant. C'est est-ce que t'as le verre à la fin ou pas, quoi. Exactement. C'est vrai, hein, entièrement. Sauf quand tu fais des fois des combats d'anthologie, mais. Ah oui, ah, ça, par contre, ouais. Ah, ça ouais. arrive, mais c'est pas tout le temps, tu vois. C'est qui? C'est au dernier Axel qui a fait, Sola, qui a ouais. fait un super combat. Axel, il a fait un super combat. Moi, je trouve que Morgan aussi, il a cette étiquette-là. Morgan, il fait souvent des beaux combats. Je trouve même quand il perd, c'est quand même des combats, tu vois, qui donnent envie. Tu t'ennuies pas. Donc, la qualité du combat et puis de la qualité de la prestation, quoi, de la performance, ça c'est sûr, ça joue, hein. Ça joue. Faut marquer ton empreinte de façon avec des highlights, avec des belles séquences, des bons moments. C'est ça aussi, en fait. Plus tu marques l'UFC avec tes performances, et plus après ils vont te mettre bien eux aussi, tu vois. Ouais, carrément. Toi, c'est quoi le projet le plus fou que tu as fait là ces derniers temps? Le projet le plus fou que j'ai fait, professionnellement parlant, Ouais. franchement, je te dirais là depuis que je fais du cinéma. Hein. Ok. Depuis que je fais des films, franchement, je suis. En fait, ça m'a permis de
prendre plus de recul sur. Parce que tu sais, YouTube, les vidéos, etc. C'est les trucs, bon, tu filmes une vidéo, tu la montes, tu la poses direct. Alors quand tu fais un film, tu sais, tu tournes pendant. Déjà, tu as la préparation. Après, tu tournes pendant des fois 2-3 mois. Et après, le temps du montage, le temps de mettre en place la promo, etc., ça peut prendre facile 1 an. Ouais. En fait, tu as tout ce processus-là en fait, qui te permet de prendre du recul. Genre, en fait, pour un produit fini de, on va dire, 1h30, maximum 2 heures, bah t'attends 1 an et demi, quoi, tu vois. Ok. 1 an et demi. Et ouais, c'est depuis que je fais du cinéma. Et, c'est long, ouais. Ouais, c'est long, mais je prends beaucoup de plaisir. Et aussi, je pense que tu as dû arriver dans une industrie qui est déjà fabriquée. Ah ouais, Tu arrives dans un monde professionnel de A à Z. Tu dois apprendre, trouver ta place, tu dois essayer de. Ça fait de des comprendre années, les des rouages. dizaines d'années que c'est un truc. Ça, je sais pas combien ça a plus d'un siècle, non, le Ah, le cinéma. cinéma, ouais, ça fait très longtemps. Surtout en France, c'est que c'est une vraie culture, c'est un vrai patrimoine, le cinéma français. Et du coup, quand toi t'arrives, bah tu te fais petit, tu essayes d'écouter, d'apprendre, et essayer de trouver ta place et apporter, on va dire entre guillemets, le peu de choses que tu peux apporter sur un truc qui est déjà en Ouais, bah place. toi, Quoi. ce qui est cool, c'est que tu viens d'un autre univers, donc ils sont friands de ça, je pense. Ça leur dépend. fait un peu, ouais. Ça dépend. Ouais, mais tu dois avoir les deux. Ouais, il y a les Tu dois deux, avoir ouais, les c'est deux. Et est-ce que c'est quoi, tu peux le dire, le dernier projet le dernier film sur lequel tu as ça. travaillé Le dernier film que j'ai fait, qui va sortir bientôt, qui n'est pas encore sorti. J'en ai pas fait encore qui. T'as pas fait de tournage encore là Encore récemment. là, j'en ai un qui est sorti en février. Ouais. N121, il sort Ouais, au cinéma. ouais. C'est un film dans un bus de nuit, genre un peu à la Speed, on va dire en gros, tu vois, à l'ancienne Ouais, ok. avec Keanu Reeves. Là. Et sinon, j'en ai un qui est sorti sur Netflix là, en février, pareil. Ça s'appelle À la belle étoile. Ok. C'est sur l'histoire du premier Français qui est devenu champion du monde de pâtisserie. Ok. Donc ça, c'est une histoire vraie. Ah, incroyable. Ouais. Il sort quand lui? Il est sorti, il est sur Netflix ok. là. Ouais. Ah, ok. Ah bah je vais me le regarder ça. Ouais, si t'as du temps. Je franchement, kiffe en plus la gastronomie française. Ah ouais, Je et histoire vraie en plus. Hein. Ouais, ok. Donc belle histoire, belle histoire. Après j'ai fait aussi des films un peu plus action, tu sais, genre sur Netflix. Bah là, qui Keanu Reeves, tu me parles d'un mec, il fait que ça lui. Ouais. Là j'ai vu, il a sorti un film Chantage, je crois. Je l'ai pas vu encore. J'ai vu sur Netflix là, Chantage. Ah, j'ai pas regardé. Alors c'est le nom, ça doit être, je sais pas c'est quoi en anglais. Mais attends, mais même toi, t'es sur Netflix là bientôt. Bientôt, bientôt. Ben oui. ouais. Parce que je parlais avec genre Netflix, etc. Je leur ai dit, Ouais. est-ce que je peux en parler et tout dans la vidéo et tout. Ils m'ont dit, ouais, on a dit, Ouais, ils ont déjà annoncé ça et tout. sort bientôt. Ouais, C'est ça quoi sort bientôt. un peu le concept, tu peux nous en parler un peu? Bah, c'est un mélange entre plusieurs univers, un peu. T'as un mélange un peu entre l'univers du TUF à l'UFC, tu sais, où t'as des candidats et t'as une sorte de tournoi et celui qui remporte le tournoi, il fait un combat en finale à l'UFC dans un Fight Night peut ou dans un décrocher un numéroté combat, et il professionnel. décroche un contrat derrière avec l'UFC. C'est déjà des professionnels par contre. D'accord. C'est des mecs qui ont déjà pas mal de combats. Généralement, ils prennent une KT féminine et une KT masculine et puis ils te font monter ça en sauce jusqu'à que tu es les finalistes. Et les finalistes s'affrontent dans un vrai Fight Night ou un vrai UFC numéroté. Ok. Et 100% physique qui est un peu le truc à la mode avec les épreuves, etc. C'est un mélange de 100% physique et le tough quoi. Ah, alors je sais pas s'ils vont aimer que je dise ça, mais moi je trouve qu'il y a un petit peu de ça, un petit peu aussi de Koh-Lanta, tu vois, un petit peu du côté aventure aussi. Ouais. Tu as ce côté-là, tu as un petit peu ce mélange de ces univers-là, et par contre avec des combattants amateurs. Et là, ça va donc être c'est que des combattants amateurs, mais qui ont déjà pas mal de combats amateurs. C'est vraiment, ils ont pris la crème de la crème des amateurs français en moins de 77. Ouais. Et chez les filles, ils ont pris, c'était moins de 61 il me semble. Donc ils ont pris vraiment les meilleures filles et les meilleurs garçons de ces deux catégories de Et poids. vous êtes un peu les. Et nous, moi j'ai pas mal coaché. Moi j'ai pas mal coaché, Ok. je t'avoue. Et il y avait d'autres figures du MMA français comme Cyril Gann, Cédric Doumbé, Ok. qui étaient là avec moi. Des coachs aussi, il y avait Nico qui était avec moi, il y avait Mehdi Hotman du côté de Nicolas Holt et Mehdi Hotman qui étaient aussi là pour coacher. Et voilà, c'est un mélange de tous ces univers-là, mais le fight reste quand même au cœur de l'arène, voilà, le nom de la série. Et vraiment, le but c'est de sortir un amateur chez les féminines et chez les hommes. Ça va lui donner un vrai coup de boost, je pense, en visibilité, Bah tu oui, vois, c'est de gagner clair. ça. Un Ça- coup de boost aussi financier pour qu'il avance derrière dans sa carrière. Et vous étiez un peu les jurys, genre? Nous, on était. Plus coach. Alors, moi, j'ai pas mal coaché. Comme Ouais. je t'ai dit, j'étais plus coach. Il y en a qui ont joué jury, il y en a qui ont joué. Il y a différents rôles qui ont été attribués. Les rôles, ils ont un peu varié aussi au fur et à mesure de la série. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai beaucoup coaché. Hein. Ok. Incroyable. Et comment ils l'ont appelé L'arène. L'arène, ok. Ouais, l'arène. L'arène, c'est incroyable. Bah, on va regarder ça quand ça sortira sur Netflix. Hein. Ouais. Bah, Netflix, c'est puissant. Hein. Ah oui, C'est une belle plateforme. international. Hein. C'est une très belle plateforme. Ah ouais. On va regarder ça. Bon, on va manger. Ouais, c'est parti. On Allez. y va. Let's go. À la douche.
Ici, on est à Jean Daugé. Donc, Jean Ouais. Daugé, c'est le stade mythique de Bayonne qui a beaucoup évolué au fur et à mesure du temps. Maintenant, c'est un stade qui a autour de 15 000 places, voire plus. Ici, à Bayonne, on dit quand l'aviron va, tout va. Parce que Jean Daugé, c'est un peu le cœur économique de la ville dans le sens où tous les sponsors qui sont autour de Jean Daugé, c'est les grosses industries du coin. On va dire que ce soit le fromage, que ce soit la gastronomie ou les garages automobiles ou des marques indépendantes. C'est vraiment des marques qui sont liées à la ville. Et c'est 50%, tout le complexe ici, et 50% mairie, donc public, et 50% privé aviron bayonnais professionnel. Donc c'est vraiment une institution, tu vois, bayonnaise quoi. Donc là, tu as les deux terrains d'entraînement là-bas au fond. Et le stade, et tu vas voir, là on va manger, ça s'appelle l'Aviron Bistronomie. C'est un restaurant qu'ils ont monté, qui est en plein cœur du stade en fait. Donc tu as vu sur le stade depuis le resto. Et là, on va s'entraîner là-bas, au complexe là-bas. Donc comme je te dis, qui a été, parce qu'on va se réentraîner. on va se réentraîner. C'était du sérieux, On va s'entraîner avec BSD Méthode, du coup l'appli que j'ai montée avec mon préparateur physique, qui est d'ici d'ailleurs, qui s'occupe des moins de 21 ans de l'aviron bayonnais, qui s'appelle Fabien Béranguel. Et du coup, tout ce qui est préparation physique, kiné, en gros une grosse partie de leur journée aux joueurs de l'aviron bayonnais, ça se passe là-bas dans le complexe. Et comme je te disais, qui est en partie financé par la ville. Et on dit, comme je te dis, quand l'aviron va, tout va. En fait, quand le club gagne, tout le monde est content. Exactement, tu sais, c'est vraiment le club de sa ville. Quoi. Et aussi parce que quand le club gagne, il y a plus de visibilité sur les différentes loges. Tu vas voir, les loges de ce stade, c'est vraiment les boîtes historiques un peu de Bayonne. Tu vois. D'accord. Ça va être le jambon de Bayonne, le fromage, ça va être la société de transport du coin, ça va être l'immobilier, etc. Mais t'es un gars du rugby à la base ou Non, mais je suis un gros fan. Il y a un côté un peu sport de combat dans le rugby. Et donc moi je trouve ça ultra plaisant. C'est un sport que j'adore, que je suis depuis longtemps. Pour le coup, je suis un fan, je suis pas un joueur. J'ai joué un tout petit peu à l'époque, je jouais au LMR, c'était le Lille Métropole Rugby, un club qui était en Fédéral 1 à l'époque pour les adultes. Donc j'avais joué un petit peu là-bas en jeune. J'avais fait une année de rugby. Et ça m'avait beaucoup plu. Je jouais flanqueur, 3e ligne, donc c'était vraiment le métier de plaqueur-gratteur. Donc c'était un poste qui me convenait bien, qui me plaisait. Et j'ai toujours du coup gardé quand même un amour pour le rugby comme sport, collectif. Même si j'aime beaucoup le foot aussi, mais le rugby, en termes de sport collectif, c'est vraiment mon sport préféré. Ok, donc en vrai, si tu dois choisir entre le rugby et le foot, c'est le rugby quoi. Ouais, c'est le rugby, moi c'est le rugby. Et après j'aime bien le foot quand même. Le foot, je vais suivre Lille et Lens, tu vois. C'est un peu controversé de dire ça. Pourquoi Lille et Lens? Parce qu'en fait, moi j'ai aménagé à Lille tardivement, donc j'ai pas connu vraiment la... C'est comme ici, tu vois, j'aime beaucoup Bayonne et j'aime bien Biarritz aussi. Alors que c'est les deux clubs, tu sais, c'est ici, Bayonne-Biarritz, c'est la même rivalité que Lille-Lens, tu vois. Mais vraiment, tu sais, c'est le derby, mais même c'est un derby qui est réputé dans le rugby comme étant dur et tout, parce que les mecs ils s'aiment vraiment pas. Et ils se rentrent dedans, hardcore. Ils se rentrent dedans, surtout à l'époque où les deux clubs jouaient, tu sais, c'est des clubs qui ont eu des trajectoires vraiment cycliques, c'est-à-dire ils se sont croisés en top 14, en Pro D2, etc. Ils ont vraiment varié les hauts et les bas. Et en ce moment, tu vois, Bayonne va un peu mieux que Biarritz et il y a eu des années où c'était l'inverse. Et donc c'est deux clubs où la lutte elle est féroce, tu vois. Et comme Lille et Lens, c'est dur aussi. Les vrais Lensois et les vrais Lillois, je me suis regardé des derbies avec un vrai Lensois et un vrai Lillois. Et là, ils sont durs sur l'homme à ces moments-là. Mais moi, j'aime les deux clubs parce que je suis arrivé à Lille tard. Je connaissais pas le vrai côté derby, tu vois. Et je trouvais que les deux clubs jouaient bien. Donc juste, comme j'étais vachement d'aspect extérieur, je regarde. Quand Lens fait une épopée européenne, je regarde. Quand Lille fait une épopée européenne, je regarde. PSG aussi, je ne vais pas te mentir, le PSG, parce que le PSG ils sont solides. En fait, les clubs français qui font des grosses épopées, je regarde un petit peu, tu vois. Même Brest, j'avais bien aimé, ils avaient fait en Ligue des Champions, ils avaient fait une petite épopée. Et après, pareil dans le rugby, je suis tous les clubs. Mon club de cœur, ça reste Bayonne et un petit peu le Racing aussi, parce que le Racing, ils m'ont beaucoup soutenu en début de carrière. J'étais à 45 minutes de Clamart. Ils ont leur pôle de préparation physique là-bas et ils m'ont accueilli, et donc j'avais pu m'entraîner là-bas, c'était vraiment cool. Donc franchement, le monde du rugby, moi, il m'a toujours ouvert ses portes et il m'a toujours soutenu, donc voilà, je les apprécie beaucoup. Mais avant qu'on continue, je te pose une question. Bon, je pose la question à tout le monde à chaque fois. T'es plus CR7 ou Messi? En fait, en prenant de là, au début, j'étais plus CR7. Mais je trouve que Messi vieillit mieux que CR7. Tu vois ce que physiquement je veux dire ? Non, dans l'attitude. À la base, je préfère vraiment CR7. Mais je trouve que Messi vieillit mieux que CR7, tu vois. C'est dans le côté transmission aux petits jeunes, dans le côté ma legacy elle est faite, maintenant je transmets. Tu vois, le côté j'ai 40 piges maintenant, mes plus belles années elles sont derrière moi et maintenant je vais un peu plus dans la transmission.
Je le trouve, côté-là, je le trouve mieux réussi chez Messi que CR7. D'accord, ok. Mais footballistiquement, Footballistiquement, dans ses meilleures années, je préférais CR7. ça me fait plaisir d'entendre ça. T'es plus Messi, toi? Moi, je suis plus Non, t'es CR7 plus justement. CR7 Mais aussi. oui. Ah ouais. C'est pour ça que j'attendais que tu sortes le CR7. Non, dans les tops années, je préférais CR7. Juste là maintenant, et ça s'est vu aussi, ça s'est vérifié aussi un peu avec l'Argentine. Hein. Messi, il a fait une dernière Coupe du Monde incroyable avec eux. C'est vrai. Où il était vraiment, il avait ce C'est côté, vrai. tu sais, capitaine, leader, mais pas individualiste. Ouais. C'est vraiment dans la transmission, il a porté vraiment son équipe. Non, ça c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Mm. Ouais. Mais bon, on est quand même team CR7 un petit peu aussi. Team CR7, Ah, bien sûr. je te serre la main, ça mérite un serrage de main. Ça mérite un serrage de main. Bah allez, on va se régaler, Ryan, maintenant. Il y a beaucoup de gens qui, on va dire, idéalisent et genre abusent un peu quand ils parlent de ce que prennent les combattants. Et en vrai, bon, certes, vous prenez une certaine somme quand vous combattez, etc. Mais après, vous redistribuez aussi beaucoup à toute l'équipe, etc. C'est pas du tout, moi, je te garantis que c'est pas du tout abusé. Je commence à être bien maintenant, mais ça a mis des années. Non, mais Et quand je dis s'abuse, c'est Oui, que oui, les oui. gens, Ah oui, quand ils oui. parlent de ça, ils abusent. Et Ils disent, même- ouais, et ils même- prennent des je sais Même pas tu combien, sais les etc. chiffres, même déjà il y a deux choses. Déjà les chiffres ils sont pas bons que mettre internet. Franchement les chiffres souvent ils abusent de 30-40%. Et après, admettons tu touches 100 000. Sur tes 100 000, par exemple si tu as combattu en Australie comme j'ai combattu la dernière fois, 47,5% d'impôts. Ok. Donc déjà, Ok. il te Donc reste, déjà, la moitié est donc limite. déjà, il Bam. te reste 53 000. Tu payes 10% en manager par exemple. 10 à 15%. Ok. Hop, 40 000, enfin 43 000. Tu payes 15% l'ensemble du staff, coach de boxe anglaise, coach de sol, head coach, machin et tout. Tu redistribues un peu. Déjà, il te reste combien? Bah, tu t'enlèves encore 15%. Il te reste 30 000. 30 000. Donc tu as combattu sur tes 100 000, il te reste 30 000, tu vois. Donc, tu vois Et ça, c'est si tu touches 100 000. Ça, c'est si tu touches 100 000. Tout Parce le monde que t'en touche as pas. quand tu arrives à l'UFC. Ah non, 12 plus 12. Ouais, hein. voilà. Aujourd'hui, les frais, combien je paye en net, le coach, plus son défraiement, de l'ensemble des coachs, ça représente 15-20% maximum. tu vois. Ok, ouais. Sur le camp, tu vois. Et ça reste quand même conséquent, 15-20% parce que tu rajoutes les 10% du manager, c'est déjà à moins 25. Mais Et l'UFC tu rajoutes au minimum d'impôts, en général, tu payes autour de 30%, donc tu es déjà à moins 65, tu vois. Donc il te reste en fait Non, mais attends, 35%. quand tu touches, entre guillemets, l'argent, par exemple en Australie, tu payes les impôts qu'en Australie. Oui. Tu vas pas les repayer après en France. Alors, sauf si au début, quand tu es jeune combattant, tu préviens pas les impôts, que tu te gourres, tout machin, les mecs ils peuvent te réimposer. Tu peux avoir une double imposition. Bon, limite, tu vas devoir Ah de oui, l'argent. limite, en fait. tu vas devoir de l'argent, ouais. Ah oui, non, si tu fais mal les choses. Ouais, ça, c'est c'est pour ça, relou, ça ça. s'apprend avec l'expérience et tout. Une fois que quand tu as bien cadré les choses et tout, non, tu payes qu'une fois. Et même là, normalement, on devrait avoir un petit crédit d'impôt pour que ça soit qu'à 30%. Ok. Normalement, la France met les choses en place pour que ton entreprise française, elle paye 30% d'imposition, basta, tu vois. Ouais. Ce qui est déjà énorme, tu vois. Tu as payé 30% sur ton entreprise, c'est-à-dire que c'est pas dans notre poche l'argent, Ouais, bien c'est sûr. une entreprise. Ouais. Et l'UFC, ils peuvent pas trouver un système justement pour. Parce que bon, je pense qu'ils se font quand même pas mal d'argent. Et surtout avec le nouveau deal qu'ils ont eu avec Paramount là. Il n'y a pas un système qui peut trouver pour prendre plus de choses en charge. l'UFC, ces Américains, ils sont très durs en business. C'est-à-dire l'UFC, ils disent, écoute garçon, on va faire de toi une star. Écoute, garçon. T'as notre logo, t'as le logo UFC, maintenant démerde-toi. Et là où ils ont pas tort, c'est que c'est vrai que quand t'as le logo UFC, t'es dans la Ligue des Champions, tu peux trouver C'est des vrai. sponsors, des partenariats plus facilement que si t'es dans la Ligue Jean-Michel, tu vois. Mais, tu vois, ils sont malins parce qu'ils disent en gros, bah non, c'est la puissance de notre marque, c'est limite nous, vous combattants qui nous devez Ouais, quelque chose. alors c'est vous qui avez besoin de nous, Alors c'est- c'est faux, c'est eux qui ont besoin de nous. Mais une fois que tu as un des maillons solides, là tu peux plus négocier. Et là tu par contre, il peux faut y aller au discuter clash. avec eux, Ouais, mais il faut aller au clash parce que c'est les Américains, tu vois. Tu sais qui a fait ça là récemment? Je sais pas si c'était fait intentionnellement, etc. Mais MVP, je sais pas si tu as vu son dernier combat où en gros, je crois qu'ils lui ont filé un mec. Oui, pas terrible. Ouais. Et lui, du coup, il a voulu un peu pourrir le combat. Il a pas. Ouais, lui, en fait, non, c'est que lui, il a combattu dans son style. Et l'autre avait aussi un style un peu, tu sais, attentiste. Ouais. Donc en fait, il a gagné, mais il s'est pas passé grand-chose. Ouais. Tu sais, le genre de truc où tu as un mec qui dit, il y a un mec qui met 10 touches, l'autre il en met 3. Donc le mec qui met 10 touches, il se dit, je vais pas m'affoler, Ouais. je gagne 10 touches à 3. Vas-y, je reste au-dessus comme ça et je reste tranquille. Il n'y a pas eu de prise de risque en fait. Mais à la fin, tu vois, Dana White, il était pas content. Ouais. Tu vois, Dana White en conférence de presse, à la fin, il dit Oui, il n'y a pas eu de spectacle. Là où il n'a pas eu tort, MVP, c'est qu'il a dit écoutez, moi je gagne sans prendre de risque. C'est pas à moi de prendre des risques, c'est à l'autre. L'autre combattant n'a pas voulu prendre de risques. C'est-à-dire, après, c'est aussi de la faute de l'autre. En vrai, c'est la faute de l'autre combattant parce que moi, c'est pour ça que je te dis qu'il y a des combattants qui sont ennuyeux. Tu es en train de perdre. Tu dois prendre des risques pour gagner. Donc, c'était à l'autre combattant d'essayer de vraiment d'embrouiller le combat. Il l'a pas fait, donc il s'est rien passé. Ouais. Donc, tu vois, c'est comme si tu as une équipe qui perd 2-0 en foot et qui accepte tu vois, la situation. Qui continue de Dit, défendre. j'ai pas envie d'en prendre 4, donc vas-y, on va continuer à défendre. Ils acceptent la défaite. Ouais. Mais en vrai, c'est pas que c'est le mec qui a mis 2-0 qui veut pas faire de spectacle. C'est toi, tu gagnes 2-0, c'est la Ligue des Champions. Est-ce que tu vas prendre des risques à louper ta qualif Non, c'est pas à toi de prendre des risques en vrai.
Donc il a pas tort MVP là-dessus. Ouais, après bon, c'est une machine à business. Hein. C'est quoi tes plats préférés, genre les trucs que t'aimes beaucoup manger? Ah, ouais, il y a plein de trucs que j'aime bien. Ouais. En vrai, moi je suis un bon vivant. J'aime bien le bœuf bourguignon, j'adore ça. Ouais. Le lasagne, j'aime bien. Ah, les lasagnes, c'est Lasagne, bon. c'est bon aussi. Moi j'aime un bon poisson comme une bonne viande ou je pense que j'aime de tout. T'as pas des petits trucs que tu peux manger pendant ta diète que t'aimes vraiment bien? Le poisson, j'aime bien. Ouais. Tu vois, le poisson, j'ai le droit un peu à tout type de poisson pendant la diète. Même le saumon? Ouais, le saumon et tout, ouais. Ah ouais? Bah, c'est du bon gras, tu vois. Donc tu peux, ouais. On mange pas mal de saumon même. Bah, t'as pas vu les plats de l'UFC Ouais, à mais- Fight Week, il y avait du saumon. Hein. Ah, ça, Tu manges le saumon, ouais, le saumon, j'aime bien. Par exemple, ici, je te disais, il y a une spécialité. Mhm. Ici, tu as les chipirons. Et les chipirons, j'adore ça. Ouais. Ça, c'est ultra bon. Ah, les C'est, tu sais, petits les bébés espèces de- calamars, voilà, les petits calamars. Ouais. Ultra bon, ça, c'est ultra bon. Franchement, si tu me lances sur la bouffe, moi, vraiment, Ouais, j'aime t'es un de bon tout. mangeur. Là, tout, on a un pote réunionnais qui nous a amené un rougail saucisse. Ouais, je me suis régalé. C'est épicé, tu sais, ils aiment bien manger épicé. Mais eux, que ce soit le poulet boucané ou le rougail saucisse, c'est trop bon, tu te régales. Toi, t'aimes bien quoi? T'aimes type de tout? Moi, je suis comme toi, moi. T'aimes de tout? Ah, j'aime de tout. J'aime de tout. Après, la viande, j'aime trop la viande. En fait, moi, T'es plus salé. Moi, Ouais, je suis plus plus salé. salé, très, Moi, très salé. Je suis beaucoup plus salé. après, attention, le sucre. T'aimes Comment bien les desserts t'expliquer? quand même? Ah oui. Ma, ah ma oui, femme oui. est très dessert. Moi, je suis moins dessert. Mais, t'aimes pas les bonnes? si, un bon dessert, je dis pas non, c'est sûr. Mais par exemple, dessert, moi, je suis très flan. Ah, Flan et, moi, je suis moins flan, moi. et tartare de queso aussi. Fond. Tartare de queso. C'est une sorte de cheesecake, mais un peu plus Ah, les fromage. cheesecakes, ah ouais. Ça, j'aime. Ah, le fromage, t'aimes le fromage? Ah, j'aime trop le Ah, le fromage. fromage, j'adore ça. Alors, fromage, par contre, le fromage, j'aime le fromage qui a du caractère, tu vois. Ah, C'est-à-dire les que roquefort bien bah, tu sais, puants. moi, je suis resté longtemps dans le Schnorr, donc le maroilles, comme je dis, l'île Lance, hein. Le fromage maroilles, qui le colle au doigt, violil. là. Ah ouais, qui Tu touches le fromage et tes doigts sont... mais en fait, ça pue beaucoup. Il pue de l'extérieur, mais il pue moins en bouche, tu vois. Oui, mais tes par doigts, contre, tes il est- doigts, ils puent ouais, après. ouais. Ah oui. Le fromage, il marche, tu vois, il rampe. Il est vivant, le fromage. Carrément, c'est le fromage où si tu le laisses traîner dans le frigo, vaut mieux pas, à un moment ouais. donné, ta femme, elle le balance, quoi. tu peux pas le garder, ouais. Faut le manger rapidement. Mais ça va, vous avez j'ai remarqué, enfin, vous avez une bonne connexion, une bonne relation tous les deux. Ouais, bah ouais, Laura, elle m'accompagne au quotidien, t'as vu, c'est une entreprise familiale. Donc, comme je dis, moi, je sais pas que si toi, ta femme, elle participe un peu à ta vie en tant que youtubeur. En fait, même si des fois je veux pas, elle est quand même dedans. Ah bah oui, en fait, elle est forcément dedans, tu vois. Bah oui, la famille est inconsciemment. Même, t'as vu, je sais pas comment c'est pour tes parents, tes grands-parents, Ouais. etc. Mais inconsciemment, ils sont un peu dedans quand même, Ah oui. tu vois. Ah Parce oui. que dès que tu commences à avoir un peu de notoriété, et ben en fait, Ça les touche sans aussi. le vouloir, ça les touche. Donc si ça les touche et que leur manière de gérer le truc et même d'être en accordance avec et qu'ils ont le potentiel de travailler avec, bah c'est ce qu'on a fait pour Laura. Laura, depuis que je suis à l'UFC, c'est elle qui m'accompagne, qui s'occupe de la partie. C'est mon agent tout simplement, celle qui s'occupe de la Ok. partie Instagram, réseaux sociaux et les partenariats en général, tu vois. Ah, gère aussi je- tout ce qui est partenariat. tout ce qui est contrat. partenariat. Alors bien sûr, ensemble, tu vois, c'est un boulot d'équipe. Mais elle va faire vraiment, parce qu'en gros, c'est un gros boulot, tu sais, de faire les questions-réponses, tu sais, de bien gérer ton agenda, le mien, de Ouais. faire que ça se corresponde, voilà, de créer des opportunités, de relancer les gens, etc. Donc ouais, elle va gérer toute cette partie-là. Et même avec l'UFC? Non, avec l'UFC, ça va être mon manager. C'est la D'accord. partie sportive. Ok. La partie sportive, elle est gérée de mon côté par Guillaume Pelletier depuis des années, tu vois, il m'a accompagné. Elle négocie pas les contrats UFC. Non, ça c'est Guillaume qui s'occupe vraiment de ce côté sportif depuis mes débuts en fait, depuis 2019. Donc lui, j'ai tout fait avec le même manager, il m'accompagne depuis mon premier combat. Ok. Mais et comment ça se passe toi aujourd'hui à ton niveau à l'UFC? Est-ce que tu as renégocié ton contrat ou enfin tu l'as renouvelé? Comment ça se passe? Tu sais, je sais pas si tu en as parlé un peu avec Nas et tout, ou avec d'autres combattants, c'est toujours pareil, tu sais, tu as un nombre de combats sur un contrat Ouais. que tu dois honorer, et puis au fur et à mesure des opportunités, etc. Les négociations reviennent sur la table à 1 ou 2 combats du terme, ou des fois au terme. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'ils m'amènent au terme, parce que comme c'est une KT qui est, où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de combattants, et ça peut arriver qu'ils attendent vraiment jusqu'à la fin de ton contrat, jusqu'au dernier combat. Et c'est là que tu as un pouvoir de négociation plus important, parce que tu es libre de tout contrat. Et surtout quand tu Et arrives en donc- force.
exactement. Moi, j'avais une cote à 7 ou 8 contre Bonfim, Ouais. que tout le monde me donnait perdant. Et c'était mon dernier combat sur mon premier contrat. L'UFC, à ce moment-là, n'a pas misé sur moi parce qu'ils m'ont laissé libre de tout contrat, ce qui nous a permis de négocier un joli contrat derrière. Ils se sont dit, il va se faire déboîter par Bonfim. J'ai déboîté Bonfim. et après, du coup, ils se sont retrouvés, ah merde, on a misé sur le mauvais cheval. Ouais. Et là, Non, comment on fait quoi? là, ils reviennent avec une offre. Et là, par contre, tu peux dire, écoute, vous n'avez pas voulu nous re-signer avant. Maintenant, vous voyez que en fait, c'est solide. Mais c'est normal, c'est comme ça, c'est le business. Oui, quoi. bien sûr. Donc, il y a un côté business, bien sûr, dans l'UFC. Là, je t'ai donné un exemple comme ça, mais c'est des exemples qui existent dans tout type de carrière. Mais est-ce que le fait que tu sois français, ça rajoute un truc à. Tu sais, quand tu négocies avec l'UFC? Parce qu'ils se disent, il nous faut des combattants aussi français. Alors, parce quand que c'est devenu en France, c'est un gros légalisé, marché. effectivement, on a eu, je pense, plus de marge de manœuvre. Ouais. Mais au démarrage, si tu regardes, les meilleurs Français étaient déjà signés avant que l'UFC soit légalisé en France. Parce que si tu regardes qui c'est qui était sous contrat, tu avais Fares Yam, Manon Fiorot, Cyril Gane, Nassourdine Imavov et Benoît Saint-Denis. Ouais. Donc tu avais tous les combattants qui ont par la suite performé. Ouais. Donc ils se trompent quand même pas sur qui ils misent. Tu vois, ils avaient déjà misé sur des Français avant la signature d'autres Français à l'UFC, mais ils avaient déjà misé sur des mecs qui aujourd'hui sont toujours là, hein. sont toujours là et ont fait des bonnes prestations dans leur globalité. Après, la légalisation du MMA en France a fait qu'ils se sont ouverts à avoir un roster plus important de Français. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, je pense qu'initialement ils ont misé sur les Français en se disant, ok, quel Français a un potentiel top 15. Maintenant, ils sont plus enclins à viser aussi sur quel Français a un potentiel de star et un potentiel de top 30, top 40, Ouais. top 50. Peut-être qu'avant, ils n'allaient pas miser sur un top 50 français. Enfin, sur un potentiel top 50 mondial, mais top 2, top 3 Aujourd'hui, français. ils le font. Aujourd'hui, ils le font beaucoup plus parce que c'est devenu légalisé, c'est devenu aussi un business en France. Il y a l'UFC Paris chaque année. Ça fait partie maintenant des pays en vogue dans le monde du MMA. Bah Donc, ouais, je crois que la France, c'est un des gros marchés. Je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est le 3e après le marché brésilien, je crois. Ok. Tu Ça m'apprends un truc, ça mais fait c'est États-Unis, possible. Ouais. Brésil et France. Ok. C'est possible. En tout cas, je pense que c'est une grosse part du marché européen oui, avec la Grande-Bretagne. Tu as l'Angleterre aussi, l'Irlande. Et la France, je pense. L'Espagne aussi maintenant, avec ils ont Ilia qui est champion. Avec Topuria, ouais. En fait, une fois que tu as un champion, ça réactive direct. Nous, on le truc. l'attend encore, mais on n'est pas loin, je pense, de l'avoir. Et je pense vraiment qu'on a Mais gagné. c'est que, franchement, Je pense que Cyril va vraiment prendre ça m'étonne qu'en France, on n'ait pas encore ce champion, tu vois. Alors qu'on a des gens dans chaque catégorie importante bien placés comme ça. Tu vois, toi, franchement, je te dis la vérité, je pense que tu es dans la catégorie pour moi la plus complexe. Parce que le nombre de bonhommes qu'il y a là-bas et le nombre de mecs qui méritent le title shot. Et c'est dur d'arriver là-haut parce que, Makhachev, il est monté, mais je sais pas s'il va redescendre. Je pense pas, c'est dur, tu sais, quand t'es monté, c'est dur de redescendre. Même s'il y a le combat avec Ilia qui se fait, c'est pas. Non, je pense que ça serait à Ilia de monter. Qui montre. Ouais, mais c'est pour ça qu'Ilia veut pas monter. 77, C'est beaucoup quand même. Ouais, c'est beaucoup. Parce que t'as vu, c'est un vrai. En 77, il est costaud quand même, Makhachev. Ah ouais. T'as vu son dernier combat. Ah ouais. C'était un très gros 70, Makhachev, et aujourd'hui, c'est un petit moyen 77. Ouais. Mais avec le temps, ça va devenir un 77 moyen, tu vois. Ouais, parce que tu réadaptes après tes entraînements et tout. Ouais, t'as vu, il avait déjà pris de la masse, du volume. Moi, je l'ai vu à New York, on l'avait vu contre Darius, il était costaud déjà. Alors que Ilia, je pense que 70, je pense que s'il monte en 77, il va être vraiment petit en taille. Ça va être compliqué pour lui. Au niveau de la longe, même 70, il est petit, tu vois. Alors 77, il va être vraiment petit. Ça, c'est des combats qui te donnent envie, ça, Makhachev, Topuria. Ah ouais, Makhachev, j'en ai eu envie longtemps, parce que c'était le champion pendant longtemps de Makhachev. Maintenant, c'est Ilia, donc forcément, quand tu es toujours tourné vers l'homme qui a la ceinture. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, j'en ai 2 en ligne de mire, parce que j'ai aussi le Brésilien Charles Oliveira qui a la BMF. Ouais, la BMF, ouais. Parce que ça reste une belle ceinture aussi à prendre. Mais je pense vraiment que ce soit Cyril, Nassour ou Manon, ils sont bien placés. Et puis Cyril a une opportunité là. Ouais, Cyril, je pense que franchement, s'il fait le boulot contre Pereira. Je pense qu'il va avoir cette ceinture et je pense que ça va devenir la ceinture à contester. Parce que je suis pas sûr que. John Jones. Non, mais je suis pas sûr qu'Aspinal revienne contre Cyril, tu vois. Je pense qu'il va peut-être Ah, arrêter. Aspinall. Aspinal, il parle de plus en plus de boxe, il est dans le flou. Ouais. Donc je suis pas sûr que. Peut-être qu'il va laisser sa ceinture vacante. Hein. C'était bizarre son truc de doigt dans Le l'œil. doigt hein, dans quand même, l'œil. Ouais. Alors, est-ce qu'il y avait un doigt dans l'œil? Oui, il y en avait vraiment un. Oui, bien. Mais après, est-ce que ça vaut. Qu'ils mettent aussi longtemps à revenir, ouais, c'est ça. Moi, je pensais qu'il y aurait un rematch 3-4 mois après, tu vois. Rapidement. Et en fait, ça met du temps. Donc, est-ce qu'il s'est senti dépassé sur l'opposition ou est-ce que. Je pense que oui. Hein. Est-ce que vraiment il y a eu un problème Ah dans oui, les oui. yeux? On ne sait pas. Tu l'as vu, de toute façon, au premier round, dès que Oui, ça a oui. commencé, Non, Cyril, c'était- Cyril, il était
en jambes. Hein. Ouais, Cyril était vraiment dans un état de forme resplendissant. Tu sais que Cyril, on lui est beaucoup tombé dessus parce qu'il a, voilà, il a eu des Ngannou, il a eu John Jones, tout ça. Mais en vrai de vrai, franchement. Contre Ngannou, faut pas oublier qu'il perd 2 rounds à 3 contre Ngannou. Ouais, c'était serré. Hein. C'était serré, c'est Ngannou qui a montré qu'il était plus complet à cette époque-là, parce qu'il avait la lutte en plus. Et contre John Jones, on parle d'un mec... c'est John Jones après. Et puis t'enchaînes, tu viens d'une défaite, tu prends tout de suite un mec encore plus complet qu'Ngannou. C'était pas facile. Et voilà, t'as le droit aussi de prendre de l'expérience. Hein. T'as le droit de prendre de l'expérience. Et puis voilà l'expérience que c'est, je pense, de faire un combat de championnat. John Jones, hein. John Jones et Ngannou, même si tu fais 5 ans avec Ngannou. Mais il s'est pas défilé, tu vois, il est parti quand même. Hein. Oui, puis il a refait son bout de chemin, il a battu des mecs solides. Ouais. Et voilà. Hein. Et aujourd'hui, il a de nouveau cette opportunité. Ça Je pense qu'il va nous ramener la ceinture en France. Ah, j'espère aussi. Et on aura notre numéroté en France. Malheureusement et heureusement pour les gens. Parce que les gens, ils disent tous on veut un numéroté en France, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils vont mettre le numéroté aux horaires américaines. Ah oui. Ça veut dire que le main event, il va être à 4h comme à Londres. à Londres. Ouais. À Londres, ce qu'ils ont fait. Même à l'Australie, nous, ils l'ont fait. Moi, j'ai combattu à 14h. 14h. Parce que tu sais, c'est le décalage dans l'autre sens. Oui. Donc j'ai dit que... C'est bizarre, non? Ouais, c'est bizarre. Tu t'es réveillé à quelle heure? Alors que c'était comme main event. Donc t'imagines, les prélims, ils ont combattu à 10h du matin. Oh là là. Les prélims, si tu te lèves, réveilles. tu bosses, c'est parti, on va combattre à l'UFC. C'était les prélims. Et alors le pire pour ça, c'est, je crois que c'est Singapour ou Shanghai, je sais plus. Les fois on combat 3 heures américaines là-bas aussi? Et là-bas, tu combats, le premier combat est genre à 7 ou 8h. Du matin? Ouais, du matin. Ah ouais. Donc là, c'est hardcore. Et à Londres, c'était quoi? C'était 3 heures du matin? Ouais, je crois que main event, il devait être à même 4h. Non, mais tu peux pas faire combattre les mecs à 4h du matin. Ouais, la carte, elle a commencé genre à minuit, 1h du matin. Et voilà. Mais en fait, regarde, comment tu te règles toi en tant que combattant? Bah là, ouais, là, t'es obligé de t'entraîner les 2 dernières semaines à cette heure-là. T'es habitué à te lever beaucoup plus tard, faut t'habituer à te lever à 11h, tu vois. Comme si t'étais en décalage horaire dans un autre pays. Ouais. T'avais un peu la boule au ventre ton premier combat à l'UFC ou pas? Non, pas le premier combat à l'UFC, on va dire plus les 3-4 premiers combats. Parce que moi, j'ai commencé presque tout de suite en professionnel. Et du coup, au début, t'as un peu ce côté-là, tu sais, t'as un peu l'effet tunnel, tu vois. T'es pas libéré. T'es très tendu, très sous tension. Et maintenant, de plus en plus avec le temps, tu arrives à mettre tes choses en place, être capable de tourner, réfléchir, tu vois, prendre ton temps un peu plus. Et oui, au début, après non, premier combat à l'UFC, non, juste par contre, tu as tout l'à côté, tu vois, où tu te dis, ah ouais, ça y est, c'est la cour des grands, tu vois. Ouais. Parce que c'est mieux organisé, c'est vrai que c'est très carré, tu sais. Tu as un shuttle qui te prend, qui t'amène. Tu signes le poster. Parce que c'est tout le temps, tous les week-ends, les mêmes gens aussi. Ouais. Tu sais, les Américains, ils fidélisent beaucoup donc tu as 2-3 équipes qui tournent tout le temps, mais en fait c'est des mecs qui font vraiment que ça. Donc ils savent par cœur comment gérer les fighters, le poids, le truc, les conseils, c'est toujours les mêmes diètes, les mêmes arbitres, les mêmes, tu vois, c'est... Ah, c'est vrai que les arbitres, tu sais que... t'en as une dizaine, tu vois, et ils tournent tout le temps, quoi. T'as un arbitre préféré ou pas? J'ai eu Beltram, des fois, un grand avec une barbe, tu sais, toute... Ouais, mais comment il s'appelle l'autre, là? Il joue toujours avec ses gants, là, comme ça, là. J'ai oublié son blaze. Celui qui a arrêté le combat de Doumbé avec Baki là. Ah, Marc Goddard. Ouais, Marc Goddard. Ah ouais, non, moi je peux pas. Marc en fait, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est que, je sais pas, il y a un truc où je me dis, est-ce que c'est ce combat contre Doumbé qui t'a fâché avec lui? En fait, je me suis dit, pourquoi? En fait, bon, après, c'est le règlement, tu vois. Mais bon. Marc Goddard, c'est très rigide. Ouais, même quand il parle aux combattants. Mais il est bon dans le sens où, du coup, il y a plein de combats où ça va vraiment être bien. Parce que le mec, quand il est scolaire, c'est bien. Tu vois, je suis entre Axel et l'autre, là, il a super bien arbitré. Il y a des combats où, quand tu es trop scolaire et qu'il y a des tensions, il y a des trucs bizarres qui se passent, où le mec scolaire, il est un peu perdu. Parce que, tu sais, lui, il applique le truc à le règlement, à la règle. Tu vois. Donc, ça dépend. Tu vois, un mec, quand il y a des trucs pas scolaires qui arrivent, peut-être un Herbdim, il va être mieux, tu vois. Parce qu'il est un peu plus relâché, tu vois. Par contre, des fois, il y a un mec qui fait la même connerie plusieurs fois et il va mettre du temps à lui faire signaler parce qu'il n'est pas assez scolaire, tu vois. Alors qu'un Marc Goddard, tu vois, il va être là, troisième fois, il va être là, un point, tu vois, tout de suite, tu vois. Il va tout de suite niquer le mec, tu vois. Le mec, un point de pénalité, il fait mal. Ouais, il peut faire mal. Bah. Ton premier combat à l'UFC, c'était contre un gars qui était dopé, c'est ça? J'ai fait contrôler positif, ouais, 2-3 mois après, ouais. Ok. Ouais, c'était dur, hein. C'était la KT au-dessus aussi, tu sais. Ouais, mais... C'était un top 15 en plus, les gens ne se rendent pas compte, c'est que c'était un top 15, tu vois. Top 15 de la KT au-dessus, donc c'était dur. Mais
c'est le combat dont je suis le plus fier aussi. Je suis contre Hooker aussi, j'en suis fier parce que c'était des circonstances particulières. Ouais. Mais Hooker et Eliseo, c'est 2 combats où je suis fier. Surtout pour l'époque, contre Eliseo, j'avais 2 ans et demi de MMA. Je suis affronté à top 15 de la KT au-dessus. Je fais le combat que je fais un très bon combat, tu vois. Je fais un combat guerrier, tu vois, et j'ai quand même, tu vois, il y a un premier round très compétitif, même je prends le premier round aux yeux d'un des juges. Et après, il y a un round où je prends un peu l'orage, mais je reviens fort. Et un troisième round où pareil, c'est dur, tu vois, mais je me fais dominer, mais je suis là, tu vois, c'est quand même compétitif. Donc moi, ça m'a aussi forgé un peu le personnage, tu vois. Est-ce que tu sentais qu'il y avait un truc qui allait pas pendant le combat quand tu le voyais, le gars? Ouais, physiquement, je sentais que c'était un mur, tu vois. Ah ouais? D'ailleurs, il a battu, ouais, il était énorme. Ouais, il était à 88 kilos, un truc comme ça le jour du combat. Tu voyais les Déjà, veines vrai qui coaching. ressortaient et tout, genre. Bah, tu sais, ouais, tu vois, tu sens que la peau, elle est. Tu sais, la peau, elle est. Tu sais, tu vois les quadrilles tu sais, de cyclistes, tu vois. Ouais. Le mec, il est magnifique, tu sais, c'est un mec dans du marbre, tu vois. Et la preuve en est, après, c'est un mec très fort parce que son combat suivant, il bat le cousin de Khabib, il bat un Nurmagomedov, tu vois. D'accord. Et qui a réussi à l'amener au sol 0 fois, tu vois. Parce que trop puissant physiquement. Mais il était aussi dopé pour ce combat-là? Thomas. Bah, je pense. En fait, nous, on n'a pas la même culture. En France, on est vachement contre le dopage. Les États-Unis, tu vois, n'importe quel bonhomme qui a plus de 40 ans et qui commence à perdre un peu de la testostérone, les mecs ils chargent et ils le disent, tu vois. Ils disent ouais, ça me remet jeune et tout, ça me remet enfant. Là-bas, tu sais, ils ont genre les hormones, pour eux, c'est un peu comme un complément. Complément alimentaire, tu vois. C'est genre le truc, après 40 ans, il faut prendre des hormones pour remettre ton. Alors que c'est un truc, c'est du dopage, tu vois. Enfin, chez nous, c'est mal vu parce que c'est un truc, c'est puissant, tu vois. Bah, c'est puissant, c'est tu reboostes les hormones. C'est-à-dire que le mec qui se dope, par exemple, ton premier combat à l'UFC, le gars se dope, c'est que en fait, le mec, tu pouvais pas le faire tomber, c'était impossible. Bah, c'est pas ça, c'est qu'il va être plus fort physiquement pendant plus longtemps, en plus il était plus lourd, donc c'est qu'en fait il a des gros atouts, des gros avantages physiques. Non, tu peux le tomber comme tout le monde, à un moment donné j'ai touché au crochet, il a un petit tubé, tu vois, j'ai mis un crochet. Mais le mec va avoir aussi les cervicales plus solides, donc il va mieux encaisser, il va être plus puissant, tu vois. La chance qu'on a, c'est que ça reste un sport où la technique et le timing il est important, tu vois. Mais tu as quand même ce côté-là comme un cycliste, tu vois, à un moment donné, si le mec est beaucoup plus puissant, t'as beau être technique, à un moment donné, bah, si le mec il va trop vite, tu vois. Donc c'est le seul problème. Mais s'il avait pas été dopé, il serait tombé direct, quoi. Plus facilement, en tout cas. Je pense que s'il avait pas été dopé, j'aurais pu gagner mon combat. Ouais. Makhachev, si tu combats contre lui, tu vois une issue favorable? Bah oui, bien sûr. Bah, sinon je serais pas là. Hein. Ouais, non mais. Ouais, si, en fait, lui c'est lacune, c'est la bagarre. Il aime pas la bagarre, Makhachev. Faut créer du chaos. Ouais. Makhachev, en fait, c'est un dans mec. La boîte, en fait, il est tu peux magnifique. choquer dans la boîte. Il est magnifique, il est propre. Tu vois. Scolairement, tu ne te battras pas, il faut pourrir le combat, tu vois. Faut que ce soit dur en fait. Faut que ce soit un combat de chien de la casse. T'as vu le combat de chien de la casse que lui a fait Volkanovski le premier? Ou même Dustin? Ouais. Même Dustin. Il lui a fait il lui a fait une grosse guerre. Il prend 2 rounds, hein. Ça s'est joué au dernier round. En fait, s'il lui attrape pas la jambe. Ouais. Bah s'il le met pas au sol au dernier, il commençait à prendre l'ascendant debout, tu vois, en tout cas. Ouais, mais surtout, non, il a ouvert le il pissait le sang. Mais après, il est très fort. Hein. Non, mais c'est un combat c'est le combat le plus dur de ta carrière pour n'importe qui. Mais tu peux le battre. Mais ça va bien, ça doit te donner un boost en plus si tu combats et tu sais qu'il y a tes enfants qui sont là ou même toi le fait que tu sois là, etc. Je pense que ça doit te donner un truc en plus, non? C'est une motivation plus pendant le camp d'entraînement. Quand c'est dur et tout, tu es dans le dur, machin. Pendant le combat, tu es très focus. Tu essayes de faire un peu abstraction à l'émotion. Ça peut être un peu un supplément d'âme à l'inter-round, tu vois. Mais ça va, pendant le combat, vraiment, ça peut être un supplément d'âme pendant le calme dans la tempête, tu vois. Quand tu es inter-round ou en plein camp d'entraînement, quand tu as une séance, tu es fatigué, il faut y retourner, des choses comme ça. Est-ce que ça c'est une question un peu bête, hein. Mais est-ce que ça t'est jamais arrivé, comme dans les films, t'es dans la cage et vos regards se croisent ou un truc comme ça? T'entends même pas. Tu peux gueuler autant que tu veux, t'entendras pas. En allant vers la cage, des fois, je croise des mecs, je reconnais des regards. En fait, tu sais, t'es un peu ébloui. Tu marches, mais t'as toutes les lumières sur toi. Ouais. Et la salle est un peu dans la pénombre. Tu vois pas grand-chose, en fait. Donc en fait, tu vois rien, en fait. Tu vois l'octogone qui est éclairé aussi. Tu vois le chemin que tu dois prendre, mais t'es pas. Tu sais, en plus, t'es dans ta bulle et tout, machin. Même dans la cage, t'as pas le temps de regarder à droite à gauche. Non, en fait, un tout petit peu, mais pas trop. Ouais, t'es focus. Je me suis dit peut-être un jour, vos regards ils se sont croisés tous les deux. Après les combats, des fois, ça arrive. Par contre, juste après les combats, quand tu sors de la cage, là, tu cherches du regard. Là, tu cherches du regard beaucoup plus. Parce que déjà, toi, quand tu rentres, t'as l'air concentré déjà. Tu fais une tête et tout, t'es un peu. Ouais, je suis concentré, j'essaie de me mettre dans ma bulle et tout. Après, je joue aussi mon personnage, tu sais.
Ok. C'est un mélange des deux, tu vois. Au début, c'était vraiment naturellement comme ça. Bon, tu fais une bonne tête quand tu rentres. Ça m'est déjà arrivé aussi d'être comme ça. C'est un mélange entre naturel, un peu joué, c'est vraiment un mélange entre les deux. Je suis déterminé déjà de base, des fois j'accentue un peu les traits et tout, ça dépend de l'émotion tu vois, que j'ai sur le moment aussi. Il y a des combats où j'avais de l'émotion, d'autres où je suis plus tranquille, plus relâché. Et t'as un combat où t'étais vraiment, genre là, les émotions elles étaient au maximum. Pas les émotions, mais tu sais, c'est que ta perception de ton état de forme du moment. Contre Poirier et contre Hooker, j'étais dans l'émotion parce que j'étais pas au mieux de ma forme. Okay. Donc, comme j'étais dans le dur, j'étais moins relâché, j'avais de l'émotion autour. C'était dur. Les autres combats, non, en général, je suis assez. Tu vois, il y a des combats où ça a déroulé. Des fois, j'étais en mode robot. Tu vois, contre Darius, j'étais en mode robot. Contre Frévola, j'étais en mode robot. Contre Rufi, j'étais en mode robot. Ah, Rufi, c'était beau. J'étais en mode robot. Ah, j'étais là à UFC Paris, là, franchement. En fait, quand tu te sens bien et tout, machin, tu sais que t'as l'impression que tous les voyants sont ouverts, tu sais, t'es plus relâché. Ah, Rufi, t'as fait exploser la salle. Hein. Ouais, c'était incroyable. En fait, quand les gens ils t'ont vu, ils se sont dit, ok, comment il va revenir UFC Paris, Rufi, tout le monde disait, ouais, Rufi, attention. Bah après, oui, attention quand même. Hein. Ouais. Mais c'est un gros danger pour Benoît, là. T'es arrivé, tu l'as attrapé, tu l'as montré, tu vois, les bases. Et en fait, il a compris que voilà, son truc, ça allait pas trop marcher face à toi. Et t'as surtout rassuré les gens. Ils se sont dit, ok, en fait, il est là, Benoît. Non, c'était particulier. Il y avait de la tension pour Paris. Et surtout, je pense, Rufi, je pense que c'est bien qu'il ait croisé ton chemin. Oui. Tu sais, même lui, tu vois. Ah bah oui, lui, ça lui a mis une claque. Ah oui, il l'a dit. Ça va le faire progresser. Ah bah. Non, mais eux, les Brésiliens, de toute façon, fallait qu'on les calme aussi. Hein. Leur gang de lunettes. Je pense que c'est pareil pour Borayo contre Nassour. Hein. Ah ouais. Il est ressorti des 5 rounds, il a dit putain, j'ai pris un round sur 5, je me suis fait déboîter pendant 4 rounds. Et il est solide par contre. Ouais, non, Borayo. il est solide. Ah non, même pour prendre un round contre Nassour, il faut être fort. Hein. Non mais le nombre de coups qu'il s'est pris, le mec il est resté il est debout. solide. Et puis même il a essayé, tu vois, il a tenté, tu vois, il en a mis aussi des belles, tu vois. Mais il en a pris, non, il est costaud. Je pense que c'est un mec qui, peut-être ils se recroiseront un jour avec Nassour. Ouais. Mais je pense que Nassour a vraiment un style qui est perturbant pour lui, donc ça c'est bien. Ah, c'est ouf qu'il ait dit que tu lui as donné une leçon d'humilité. Ouais, c'est le... T'apprends, hein, des fois t'apprends, tu vois. Des fois tu fais des conneries aussi en prépa, tu peux sous-estimer un gars, etc. Non, je pense pas qu'il te sous-estimait. Hein. Non, mais tu vois, il a appris des choses. Je pense qu'il s'est dit que ce qu'il faisait contre les autres, ça allait marcher aussi contre toi, tu vois. C'était vraiment beau. Cette UFC Paris là, ouais, c'était un bel UFC. Pas mal. Ouais, il était bien. Il y a eu beaucoup de finish. Hein. Ouais, alors que les gens ils disaient, ouais, vas-y, l'UFC 1, 2, 3, 4, vas-y, ça va être de moins en moins bien. Et en fait, le 4 il a été vraiment bien, il était spectaculaire. Ouais. C'était une bonne carte. Ouais, j'ai bien aimé, c'était bien avec Nas. On a fait une belle prestation. Même Gomis, il a eu un beau fight. C'était un beau fight, c'était engagé. Tous les combats étaient engagés. Même Axel, il avait eu un beau combat là. Ouais. Contre Magui, là, ça avait fait un beau combat. Je sais pas ce que ça va donner cette année l'UFC Paris du coup là. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Ouais. Parce que toi du coup tu peux pas. Bah ça dépend moi de ce qu'ils vont me mettre là, hein. si ça se concrétise pour juillet ou pas quoi. Si ça se concrétise, je pense que ça va être compliqué d'être sur Paris. Bah surtout compliqué parce que si tu fais une bonne prestation, on doit te donner un mec devant. Après je vais pas toujours regarder derrière. Donc on doit te donner un mec devant, un mec qui t'accepte en short notice devant, il n'y en aura pas. Nassourdine, je pense que ça va être aussi technique. Nassour, ça va vraiment dépendre que de si lui il a envie de combattre ou pas. Ouais. Si lui il a envie de combattre, ça peut se faire. Si il veut vraiment la ceinture, ce qui est légitime, il va attendre. Il va attendre, il faut qu'il attende. Cyril gagne pareil, il va pas recombattre à UFC Paris. Non. C'est-à-dire qu'il va rester. En plus, Cyril, peu importe comment ça. Peu importe l'issue du combat, je pense pas qu'il recombattra. 4 mois après quoi. S'il gagne, je pense que ça se fera pas en septembre. Donc faut lui laisser gagner de toute manière, mais il n'y a que s'il perdait, tu vois, genre une split decision ou un truc comme ça, ou peut-être qu'effectivement poids lourd, peut-être qu'il serait capable de le remettre à Paris. On enchaîne, on fait que du sport. Hein. C'est journée sport. Du coup, ici, on est toujours à l'Aviron Bayonnais. Ouais. Et là, on va attaquer une séance de préparation physique avec BSD Méthode. C'est une méthode qu'on a mis en place avec, comme je t'avais expliqué, avec Fabien Berenguel et avec Émile, qui est un de mes associés, sur l'application. Donc, le but, c'est de vendre une préparation physique solide aux gens, bien encadrée et surtout avec des séances construites. Donc là, la séance que je vais te faire, c'est une des séances de programmation qui existent dans nos prépas. Donc, tu as prise de masse, sèche, tu as préparation militaire et tu as préparation aussi pour les combattants de MMA. C'est bien complet. Hein. C'est les trucs qu'on maîtrise nous. Ce qu'on a voulu faire, c'est de rester quand même authentique. Donc, préparation militaire, je sais à peu près ce qui attend un jeune lorsqu'il s'engage à l'armée, tout niveau compris, donc jusqu'au niveau force spéciale, on va dire, qui est physiquement, qui va être un des trucs les plus demandants. Fabien aussi, c'est un ancien chasseur alpin et force spéciale, donc
Lui aussi, il a l'expérience il sait ce qui est demandé physiquement pour un jeune en étant à l'armée, que ce soit pour les notations, parce que tu sais, les militaires ils sont notés aussi sur le sport, donc que ce soit pour leur notation ou pour s'engager et être performant. MMA, bon ça c'est plus ma partie, celle de Fabien qui s'occupe de moi depuis des années. Ouais. Donc on propose des programmes qui se rapprochent un peu de ce que je fais faire moi. Et après prise de masse sèche, ça, avec les grands basiques et des mouvements un peu plus variés peut-être que ce qui se fait d'ordinaire. Donc tu vas voir, c'est assez facile à prendre en main. Et puis on va attaquer là une séance de prise de masse. En plus j'en ai besoin. Pour Riyad. J'en ai besoin d'une petite prise de masse là, ça serait pas mal. Un petit peu de masse de volume. Ouais. En fait, c'est juste le gorgé qui soit tout rouge à la fin de la séance. Le but, c'est qu'il n'arrive plus à marcher, quoi. Ah là là. En fait, si je savais que cette journée c'était full sport comme ça. Mais bon, on a besoin de ça quand même. Bah ouais, on va se faire plaisir. Bah oui. Alors on va commencer la séance. On va commencer par un superset. C'est une séance plaisir un peu. Hein. Tu vois, c'est un peu la séance bonbon de la journée. Vu que ce matin tu as eu la partie bagarre. Ouais. Quand je dis séance plaisir, tu vois, développer couché, tirage bûcheron. C'est des mouvements assez sympas, tu vois. Tu sens sa gorge, temps de récup pour manger une petite glace, tranquille. Pas jusque là, mais on va se faire plaisir. C'est parti. Développé couché. Hop, ici tu as tes exercices en superset qui vont commencer. Donc tu as développé couché, tu vois, tu as 4 séries de reps à réaliser et tu as 4 séries de tirage bûcheron. Donc c'est un superset qui va travailler et les pectoraux, d'accord, les triceps, d'accord, étant donné que c'est développé couché, et tirage bûcheron, tu vas être sur les dorsaux et sur le biceps et la poigne. On va mettre en place notre matos de manière appropriée. En fait, le souci, c'est que dès que je fais une vidéo, je vais dans une salle de sport en fait. Tous les gens avec qui je fais des vidéos, ils m'emmènent dans des salles de sport. Il n'y a personne qui m'emmène dans, je sais pas, dans un spa, dans un hammam, un massage. Non, c'est toujours salle de sport, salle de sport. En fait, c'est des messages qu'on veut me faire passer. Je suis pas assez costaud, je suis pas assez solide. Tu trouves que je suis un mec bancal ou pas? Attention, je vais la ranger, on va se mettre là-bas plutôt. Non, écoute, je pense juste que tu es venu assister à une journée de Benoît Saint-Denis en pleine prépa, en plein camp d'entraînement, donc du coup tu es obligé de te taper mon quotidien. Mais en général, tu trouves pas que je suis bancal? Non, ça va. Je suis assez solide. Écoute, on va voir ça. Hein. J'ai pas tes chiffres en tête. Je t'ai vu un peu sparer ce matin, je t'ai vu un petit peu faire un travail technique. J'ai vu qu'en boxe t'avais envie, en tout cas t'avais l'envie d'apprendre et tout. Bon, comme tu m'as pas menti, hein, t'es débutant. Débutant, ouais. Mais écoute, franchement c'était plaisant, t'étais à l'écoute et t'as fait ton taf. Ouais. Donc c'est essentiel. Alors développer couché, je te montre la technique. Donc, la méthode BSD les gars, hein, regardez. Développer couché, la méthode BSD. Eh oui. Donc le but c'est de garder le cul, faut qu'il reste accroché au banc, ça c'est important, d'accord. Lorsque tu vas sortir la barre, tu vas prendre une prise. Tu as des indicateurs ici, donc tu peux venir mettre directement par exemple les petits doigts au niveau de la marque. Et après avec l'expérience, tu trouveras la largeur qui te convient le mieux. Mais tu vois, pour commencer le mouvement, ici au moins tu te trompes pas, tu sais que tu prends aussi large de part et d'autre. Tu regardes bien ta barre au centre ici, tu viens bien ici rentrer les bras. Tu vas chercher au milieu, juste en dessous des tétons, d'accord. Et tu continues à regarder ta barre et tu maîtrises. Tu vas me faire une dizaine de reps ici pour t'échauffer. À chaque fois, verrouille bien en haut. Tu verrouilles en haut, tu marques une demi-seconde de pause et tu redescends. Le but là, on est à l'échauffement, c'est que tu contrôles le mouvement et que tu l'assimiles bien. Ouais, pas de souci. Allez, c'est parti. T'inquiète. Ah là là, allez. Alors les pieds bien au sol. Je sais que le banc il est un peu gênant. Voilà, super. Tu dois bien sentir aussi les fessiers, ils sont contractés. Ouais. Le dos il est légèrement creusé. Bien creusé comme il faut. Ouais, légèrement creusé, tu vois. Ça, pas trop, mais légèrement. Voilà, super. Tu sors la barre. Exactement. Après, moi j'ai les tétons bien bas, c'est pour ça que. Ouais, bah tu peux mettre juste en dessous, tu vois, au niveau des tétons. Faut vraiment que tu sentes la trajectoire de la barre. Je rigole, hein, mes tétons ils sont normaux là, t'inquiète. Il m'a fait marcher, franchement il m'a eu. Parce que je suis dedans, là je suis dedans, là je suis en train de te coacher, je suis en mode coaching. Donc en fait, juste il faut que tu sentes que ça stimule bien la zone. Tu sens que le pectoral il travaille, les triceps. Tu sens l'amplitude musculaire et tu sens que tu as une maîtrise de la barre, d'accord. C'est toi qui contrôle la barre et pas l'inverse. Ouais, là je la sens bien. Le pouce, tu peux entourer. Tu vois, l'idée de mettre le pouce vraiment en tour. Tu penses ? Ouais, voilà, dans l'autre sens. Voilà, tu l'entoures, tu la saisis vraiment la barre. Ok, et tu viens bien, comme une poignée de moto. Ouais. Tu viens vraiment l'enserrer. Ok. Et tu connais un peu tes chiffres au développé couché, t'en fais régulièrement? Ça fait longtemps. Si, ouais. En fait, t'es un des gars qui me ramène à la salle. Là. Ok. Ah, ça fait longtemps que t'es pas allé à la salle. Ouais, mais t'inquiète, tu peux me mettre les mêmes poids que toi. Au fur et à mesure du temps, on va monter de toute manière, on va monter progressivement. Mais moi, les mêmes poids que toi, t'inquiète pas. Donc le tirage bûcheron, d'accord. On va commencer léger pour s'échauffer, 12,5. Ouais. Je te montre. Là, le banc il est incliné, c'est parfait. Tu viens mettre un genou ici, tu viens te contrôler ici. Ici, tu viens bien prendre l'amplitude. Tu regardes le sol légèrement devant toi, 2-3 mètres devant. Tu vois, le dos là, il est bien droit. Ta courbure, elle est parfaite. Là. Et voilà. Et tu viens tirer ici. Et en fait, le but, c'est que tu sens, tu vois, le bras, il t'attire l'épaule, t'attire légèrement vers le bas. Ouais. Et tu le ramènes. Et tu contrôles la descente, mais tu le laisses étirer. Tu vois, tu prends toute l'amplitude. Et tu me fais 12 reps par côté. Voilà, super. C'est pas mal. Voilà, tu le sens?
Ouais. Là, t'es pas mal. Tu peux mettre le genou sur le banc devant. Super. Tu contrôles la descente et tu peux monter de plus en plus vite. Mais la descente, elle est bien contrôlée. Voilà, super. Après, tu vas revenir ici. C'est la méthode BSD, hein. Tu connais. Là, je vais te mettre 40 kg, tu vas me faire la même chose. Ouais, On prend ouais. assez peu de récup hein, parce que là, la première série, c'était vraiment une série de chauffe. Donc, on a pris assez peu de récup. Hop, là, tu me prends 10-15 secondes encore de récup, tu t'assois tranquillement, tu te mets en place. Ok. Et tu repars sur 10 répétitions, d'accord? Je respire, mais en silence. Voilà. Tu vois, la récup, normalement, elle est d'1 minute 30. Comme la première série, c'était vraiment de la chauffe. Viens toucher jusqu'en bas. Voilà. Contrôle, super. Là, on est pas mal au niveau du poids. Je pense qu'on montera peut-être à 50. Tu vois, Ouais. on va encore monter un petit peu. Maintenant, on va retourner ici. Tu vois, tu as 1 minute 30 de récup entre chaque superset. À partir de maintenant. La première, je t'ai mis moins de récup parce que tu es vraiment sur des développés poussés. ton temps de récup. Exactement. Donc là, tu as mis 20 kg à l'échauffement, 12,5. Et là, tu as juste à suivre. Tu continues à suivre. Là, tu notes, tu as mis 40 kg. Hop. Tu valides tes 40 kg. Et là, on va monter à 20 kg au tirage bûcheron. Ok. D'accord, ça fait une petite montée, donc le tirage bûcheron, tu vas le sentir. Et je pense qu'on sera vraiment sur ta charge de travail, sur ta série suivante. Ok. D'accord, c'est parti, tu peux prendre tes 20. Ça aussi, ça fait partie, tu sais, de l'athlétisation. Quand tu vas chercher le poids, tu le portes et tout, bah, ça fait partie de la séance. Hein. Ah bah Et, ouais. mais mine de rien, ça forge aussi. C'est sûr. Donc là, pareil. T'es sûr de celui-là? Ouais, je suis sûr de moi. T'inquiète pas, tu vas voir que tu as de la puissance dans ce mouvement-là. Boum, voilà, super. Allez, 10 reps. 5, voilà, tire le plus loin possible. Contrôle bien la descente. Ok, on est au poids parfait de travail. Ah ouais. Super. Ouais, là on est bien. On voit que tu es à 1 ou 2 reps de l'échec, tu vois. Donc c'est Non, parfait. peut-être Faudrait 5. d'être moins, tu vois, d'être moins Ouais, propre déjà. peut-être 5. Tu vois. Mais je veux que tu m'en fasses du coup, tu te concentres, tu m'en fais 10 propres, tu vois. Ok. Allez, de l'autre côté, pareil. Je veux dire, on est sur un bon poids pour travailler en 10 répétitions proprement. Voilà, tu tires fort et tu retiens. Voilà, super. Les omoplates ici, tu vas bien sentir ici la zone. Voilà, tu le contractes fortement. Et ici, pareil, les biceps aussi. Super, tu contrôles. 10 reps et après, tu as 1 minute 30 de récup. C'est bien d'être un bébé. Tu vois, dormir tranquille. T'es bien, toi, de toute façon. Tout le temps en jean. Allez, donc dernière série. Donc là, on va monter un petit peu, d'accord? On va Ouais. monter à 50 kg. Les gars, méthode BSD, les gars. Tu contrôles la descente et tu montes explosif. Cherche à rentrer les coudes et comme une poignée de moto, tu sais, comme si tu l'as démarré. Donc tu es bien ici, tu es incurvé, tu vois. Voilà, exactement. Je te la sors comme ça. 1, 2, 3. Ok, je te relâche. C'est parti. Allez. 1. Va toucher en bas. 2. Pousse aussi avec les fessiers et les jambes. 7. Allez, encore 2, tu vas toucher. 9. Va toucher la dernière. 10. Super. Voilà, on est sur un bon poids de travail, tu vois. Là, ça c'est nickel. Hop. Ça bosse bien. Et là, la dernière série, tu vas repasser à 20 kg. Et là, tu vas voir que demain, tu auras des bonnes petites courbatures. La séance, elle aura été efficace, tu vois. Alors qu'on s'est enlevé quand même une série, tu vois. Allez. Pas temps de repos, on est d'accord Non, là, t'enchaînes. Super 7, t'enchaînes. Ah oui, super Le 7. repos, c'était entre les deux. Comme on a discuté un peu et en tout. mode Superman. Ça passe. Ouais. Non. Bon, ça va. Non, il aurait fait que 2 séries à charge de travail. Ça va aller. Il sera quand même congestionné. Allez, super. Contrôle bien la descente. Ouais, super. 10, hein? Ouais, 10 et 10. Allez, tu viens toucher tes pecs à chaque fois. 1. Super. Impeccable. Super. Je te range le poids. Hop. Et on va partir sur le prochain exercice. Là où tu vas récupérer, tu souffles tranquillement. Le prochain exercice, c'est du squat et du soulevé de terre roumain. Je vais te montrer ce que c'est. Ces 2 exercices, on va même le faire là. Comme ça, on sera pas mal. Ouais. T'es plus grand que moi? Non, tu fais ma taille, toi. Ouais, à peu près, ouais. À peu près. Là, je me demande si c'est bien réglé ou si c'est trop haut. Cet exercice-là, c'est du squat nuque, ok? C'est le squat avec la barre derrière. Ok, c'est un exercice vraiment basique, d'accord? Mais c'est un des exercices rois de la force, ok? Comme le développé couché. Ouais. Ça permet vraiment de développer le gainage du dos et des abdos et la force dans les quadriceps, les ischios, les fessiers, tout le corps en fait. Hein. Ok. Hop, je viens chercher mon squat et je remonte. Ok. Là, tu la sors, voilà, tu fais 2 pas en arrière, ok, super. Encore plus bas, essaye de descendre le plus bas que tu puisses. Oui, super, encore. Comme ça, c'était parfait. Allez, encore, descends doucement. Tu le maîtrises largement ce poids, donc descends le plus bas que tu puisses. Voilà. Je vous ai reporté les poids de la semaine dernière, les réductions, vous avez effectué. Contracte les fessiers à la fin et sors les hanches. Sors les hanches. Voilà, exactement. Descends un peu plus bas encore. Va chercher la mobilité. Oui. Là, c'est parfait. La dernière, t'as senti? Parfait. Parfait à la descente. T'as bien contrôlé, t'es allé chercher l'amplitude. À la montée, dès que t'as pu, tu serrer les fessiers. T'es pas forcé de la reposer. Voilà. Super. Contrôle. Repas. Pouf. Super. Impeccable. Magnifique. Impeccable. T'as vu, ça transpire vite. Le bas du corps, t'as vu comment c'est plus dur que le haut du corps? Ouais. Quand je dis plaisir, t'as vu le haut du corps qui fait plaisir facilement. Bas du corps, ça tabasse toujours quoi qu'il arrive, quoi. Donc voilà. Tu auras un petit peu testé la méthode. La méthode BSD, ouais. Ce qui était le but. C'est quoi méthode BSD? Méthode. Je
suis pas d'inspi. Je l'ai testé et je la recommande si vous voulez bien travailler, les gars. Je vais te détester. Non, non, tu vas pas me détester, mais tu vois un petit T'as peu. dit, je vais te détester. On n'est pas là pour que je te déteste. Donc là, non. Et là, du coup, on va partir sur un petit truc, ça va te sécher un peu le cardio, tu vois. Mais ça va bien travailler. Donc, tu as combien de séries? 4 séries, 2 minutes de récup 2 fois. Ok. Donc, et c'est 4 fois, ok. Donc là, on va partir sur 4 répétitions de sprint, ok. Tu as 20 secondes de Sprint, il n'y a pas de tu tapis. donnes tout. En fait, c'est du sprint à la SoBike. Ah non, celui-là, je le connais, non. Donc, tu as 20 secondes. Je le connais, ce vélo. Tu le connais? Oui, T'as vu, j'ai déjà vomi. il est pas gentil. Tu as 20 secondes de sprint, 1 minute de récup, 4 fois. Et c'est terminé, ta séance est finie. D'accord? Nous, dans les sports de combat, on a ça souvent, d'accord? C'est un effort qui va correspondre à toutes les épreuves qui vont durer peu de temps, mais qui vont être très intenses. Intensives. Voilà. En vrai, j'ai du cardio de fou. Ah là là, la méthode BSD. Allez, on voit. Allez, lâche rien, monte encore. Monte encore, allez. Allez. Encore. Tiens. Encore. Lâche rien, encore. Voilà, super. Et pour une fois, changer les rôles, c'est pas mal, hein. D'habitude, c'est l'inverse. Et t'as vu, je prends exemple en plus. Hein. Encore, va chercher. Allez. Relâche, super. Allez. Le cœur, il commence à monter là, non? Un petit peu. Ouais, il est monté déjà la première. Mais là, il commence à monter un petit peu. Et ouais, ça monte, hein. Et ouais, ça monte, t'as vu, il n'en faut pas beaucoup de ça. Hein. Ah oui. Parce que c'est bras et jambes, c'est pour ça que c'est dur la SoBike pour ça. Le cœur, il monte haut parce que les bras et les jambes. Tu tires, tu pousses avec le bas et le haut du corps, donc c'est dur. T'en fais combien, toi, ça? Moi, en ce moment, je fais du 10-30, 8 fois. Donc Ah ouais. 10 secondes à fond, 30 secondes de récup. Donc c'est la même chose, mais avec moitié moins de temps d'attaque, mais moitié moins de temps de récup. Et 8 fois, et je fais 2 fois le bloc. Ok. Allez. Allez, 5 secondes. Allez, on lâche rien. Allez, encore, lâche rien. Voilà, super. Encore un dernier. Encore. Relâche, super. Bravo, Ryan. T'as plu ou quoi? C'est Tu peux marcher un peu pour récupérer, ça va te faire du bien. Tu marches un peu tranquille, t'as vu? Là, par contre, il fait beau, t'as le beau terrain. Ouais, Tu peux aller marcher tranquillement. Ah. Tu vois, ça va te faire du bien, ouais. Ah ouais, la Voilà. méthode BSD, bah oui, ça fait du bien. Et oui, c'était bien parce que t'as pas trop perdu. Ouais. Le premier, t'es monté un peu plus haut que les 3 d'après. Mais les 3 d'après, à chaque fois, t'as réussi à aller au-dessus de 600 watts. Pour te donner un ordre d'idée, en fait, le but de cet exercice, c'est d'arriver à monter très haut le Ouais. plus haut possible. Et Donc, c'est au fur et à stagner mesure un peu. et de perdre le moins possible au fur et à mesure du temps, tu vois. C'est-à-dire que si le premier, tu m'avais fait 700, mais que le dernier, tu me fais que 500, c'est-à-dire qu'il y a une grosse perte, tu vois. C'est-à-dire que t'es faible dans la capacité de répéter un effort. Par contre, inversement, si tu m'avais fait 700 au premier et 700 au 3 d'après, ça veut dire que tu as du mal à monter haut au premier. Tu vois, t'as du mal, il faut qu'on améliore ta capacité à monter haut. Il y a un test qui est horrible que Fabien il utilise pour voir justement ce qu'il faut te faire bosser le plus. Ouais. Est-ce que c'est te faire répéter un effort court et intense plusieurs fois? Est-ce qu'un effort plus long et moins de fois, c'est plus intéressant? C'est tu fais 30 secondes à bloc, tu as 1 minute de récup et tu refais 30 secondes à bloc. Lui, il regarde combien tu perds sur le deuxième 30 secondes. S'il voit que tu montes pas très haut mais que tu as une très haute moyenne, c'est-à-dire qu'il faut qu'on améliore ta capacité à aller fort. Donc on va te faire plus travailler sur du 5-10 secondes très fort, Ouais. mais avec des gros temps de récup pour améliorer ta puissance. Et inversement, si on voit que le premier était très haut, mais que le deuxième 30 secondes, tu t'effondres totalement, là on se dit ah merde, le mec il est pas endurant, donc on va essayer de l'améliorer. Ouais, chez Capoil. Toi c'est pas mal, toi t'es assez endurant. Toi par exemple, C'est vrai toi s'il fallait augmenter quelque chose là, dans un premier temps, ça serait ta capacité à monter plus haut. Tu vois, Ok. t'es monté à 700 watts, et on essaierait de te faire monter à 800-900 watts, tu vois, parce que tu l'as bien accroché, c'est-à-dire qu'après tu descendais pas en dessous de 600. Ouais. Alors que les autres d'après, tu as réussi à monter jusqu'à 600 quand même. Tu as perdu 100 entre le premier et le Ouais. dernier sprint. Ouais, Ça va, tu tu es vois. motivé, hein. Ouais, mais C'est c'était important bien. d'avoir des gens pour se motiver. Ouais, c'est important aussi dans le sport. Nous, on a la chance d'avoir ça quand on est sportif professionnel. Des fois, ça fait du bien aussi d'être tout seul parce que moi, c'est un métier, donc j'ai une grosse. Il y a beaucoup de séances, donc de temps en temps, ça fait du bien. Mais quand c'est ton métier et que tu t'entraînes souvent, même un mec qui est loisir, c'est vrai que c'est toujours bien d'aller s'entraîner en groupe ou en équipe. Bah, tu vois, là, les mecs, il y a un bon état d'esprit. Tu as vu, Ah c'est oui. bonnard. Les mecs qui s'entraînent, ils sont par groupe de 2, de 3, tu vois. Ils se font plaisir, tu vois. Donc, Ah, c'est bon délire. c'est bon délire quand tu es en équipe. Je pense que ça, c'est une force qu'ils ont dans les sports collectifs. C'est de pouvoir se pousser comme ça toujours au quotidien, tu vois, dans l'intensité, dans l'envie de bien faire. En tout cas, les gars, la méthode BSD à tester au moins une fois.
Ah, à tester les gars. Ouais. Bah là, c'était une séance assez hybride, tu vois. Ah Tu avais ouais. du haut du corps, du bas du corps. Et on a fini par du cardio. Donc, tu as eu un gros bloc haut du corps avec de la poussée et du tirage. Tu as eu un bloc bas du corps avec du gainage, on va dire, avec du travail sous tension, avec le soulevé de terre roumain. Et développer un peu de la force dans les cannes avec le squat. Et après, on a fini par du cardio. Donc là, c'était une séance assez complète, hein. C'est assez dur, mais toutes les séances ne sont pas aussi dures. Tu as des séances plus faciles, plus dures. Le but, c'est de progresser. Donc le but, pour progresser, c'est d'avoir des séances dures, faciles et modérées. Ouais. Et voilà, de les alterner dans le mois, dans la semaine, au fur et à mesure du temps, pour devenir meilleur, quoi, tout simplement. Ouais. Ah bah, Voilà. merci. Merci à toi, Riyad. Ça m'a fait grave Franchement. plaisir. Ah, tu veux quelle couleur? Bah, un peu de tout, hein. T'as déjà fait de la peinture ou pas? Pas depuis longtemps, hein. Ah ouais? J'ai envie de te dire ouais. La dernière fois, c'était à l'école, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va choisir jaune, rouge, noir, Allez. peut-être bleu. Ouais, c'est un bon mélange. Allez, c'est pas mal, hein. C'est bon? Ce qu'il faut? C'est bon, ouais, je pense. Ouais. Allez. Est-ce qu'on se fixerait pas un petit thème? On peint ton potentiel prochain adversaire. Allez. Toi, Ouais. tu peins qui t'as en tête, moi je peins qui j'ai en tête. Ok, pour toi, ça ok? va. Allez, c'est parti. Atelier peinture. C'est aussi dans la méthode BSD, ça ou pas? Là, c'est dans la méthode devenir meilleur papa, tu vois. Pour tous les deux, ça va être instructif. Ouais. Parce que je pense une école va nous envoyer faire de l'atelier peinture. Je sais pas si toi, madame, est à l'aise avec ça. Avec la peinture? Ouais. Moi, avec les trucs, tu sais, gribouillage. Ouais, manuel, ma femme elle est très manuelle. Ouais. Ah ouais, Elle ouais. kiffe. Bon, ça va. On se met du blanc au cas où ou non? Allez, ouais, peut-être un peu de blanc. Ouais. Pas une mauvaise idée. Ouais, je me rappelle, il faut tremper un peu. Ça se voit que t'es un bon papa. À voir. Ouais. Faut demander à l'intéressé, hein. Si. Ça va, t'es un On va mettre papa. un peu de noir. T'es un papa aimant. Souvent, tu vois les mecs violents. Enfin, les mecs violents. T'es pas un mec violent de base. Non, je pense pas. Bon, je sais pas. Je sais pas ce que tu appelles violent. Je suis un mec engagé, tu vois. Oui, tu mets de l'engagement dans ce que tu Voilà, fais. voilà, exactement. Je vais faire une tête. Ça me tue de devoir faire de la peinture. Bon, c'est un moment peinture, mais c'est aussi un moment d'échange. J'aimerais juste revenir sur un passage de ta vie. Bon, t'en as déjà pas mal parlé, mais moi, j'avoue, ça m'intrigue un petit peu quand même. Tu sais, ton passage à l'armée, les forces spéciales, etc. Ouais. Pourquoi t'as voulu faire ça en fait? Comment Comment t'en es arrivé là? Bah, mon grand-père du côté de ma mère et mon père sont militaires. Ouais. Et après, tu sais, moi j'avais le goût de l'aventure, j'avais le goût, tu vois, j'ai adoré les lectures Tolkien, j'ai adoré, tu vois, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, j'ai adoré aussi les films et les romans chevaliers, tu sais, Lancelot, La Quête du Graal. Tout ça, ça a bercé un peu mon enfance. Après, j'aimais bien, comme tous les garçons, tu vois, aussi les trucs un peu de bagarre, tu vois, Dragon Ball, les mangas. Moi, je suis de cette génération-là, donc du coup, je voulais un truc un peu avec cette philosophie, défendre la veuve et l'orphelin, ça me parlait, tu vois, ce côté-là un peu chevalier, ça me parlait. Donc j'ai pensé un peu aux pompiers. D'ailleurs, j'avais fait mon stage de 3e, j'avais fait chez les pompiers. J'ai pensé un peu aux pompiers et puis j'aimais bien quand même le côté guerrier, engagement et tout, la dureté, tu vois, le côté combat. Bah, je me suis retrouvé du coup assez rapidement en fait, à me dire ouais, pourquoi pas l'armée quoi. En fait, tu vois, quand je te parle de la quête du Graal, des chevaliers, t'as un peu ce côté table ronde, tu sais, où t'as un peu les meilleurs chevaliers qui sont rassemblés autour du roi. Moi, j'avais un peu ce côté-là avec les forces spéciales où je me disais, ah, c'est l'élite. Oui, et puis le côté protection du président, libération d'otages, tu vois. Le côté, c'est eux qui libèrent les otages, tu vois. GIGN, RAID, Première PMA, Commando Marine. Tu vois, s'il y a un Français qui est pris en otage quelque part, c'est eux qui vont. Donc les missions, voilà, risquées, prestigieuses. Ok. Et tu vois, je me suis dit, ah, ça quand même, ça a l'air cool quand même. Ouais, c'est ça qui te branchait. Ouais, ça me branchait, tu vois, à ce côté-là. Et après, le combat, l'adversité, voir que c'était pas facile, que c'était dur, qu'il fallait être discipliné, ça me plaisait, tu vois. Genre, t'as pas fait genre étape par étape, genre policier d'abord et après. Non, parce que tu vois, là, casse ton truc, mais moi, vraiment, c'était le côté combat, engagement, mission prestigieuse. Je sais même pas si j'aurais fait militaire, si c'était pour un autre truc que les forces spéciales. C'était vraiment ce côté guerrier, partir à l'aventure, faire du contre-terrorisme, faire la protection rapprochée de personnalités importantes. C'était ce côté un peu prestige et ce côté aventure un peu exceptionnel que je voulais vivre. Mais il y a un côté un peu dans les forces spéciales qui ressemble un peu aux athlètes de haut niveau. C'était un côté petite équipe de qualité qui essaye de performer le plus possible, tu vois. Ouais. Et tu essaies d'être le meilleur possible dans tout ce que tu peux, tu vois. Donc ça me plaisait. Hein. Et est-ce que t'as des anecdotes un peu genre sur des missions? Bah moi j'ai fait beaucoup le Mali, j'ai fait beaucoup toute la bande subsaharienne. Ok. Donc bah oui, c'est incroyable parce que quand tu arrives dans ces pays-là, c'est l'aventure. Moi je suis arrivé là-bas à 19 ans, tu vois, donc tu fais de l'antiterrorisme à cet âge-là, tu vois que c'est un pays en guerre, donc c'est qui est dans le dur, tu vois, et t'apprends une culture, t'apprends un pays, t'apprends leurs habitudes, un petit peu leur mode de vie. Ça
mode de vie complètement différent. Tu vois, là-bas, il fait tellement chaud qu'entre midi et 17h, il se passe rien. Tu vois, par contre, il se passe des choses le matin et tard le soir. Et là-bas, c'est le mode de vie vraiment désertique. Tu as des gens qui vivent avec 3 chameaux, un troupeau et 4 tentes, tu vois. Et c'est incroyable. Les mecs, ils se repèrent dans le désert parce qu'ils connaissent leur terre par cœur, quoi. Donc, c'est incroyable. Tu as ça, tu as un petit peu de la ville aussi. Et tu vois, un petit peu avec la mondialisation, c'est impressionnant la diversité dans la ville de richesse, tu vois. C'est-à-dire que tu as des quartiers qui sont presque européanisés et tu as d'autres quartiers qui sont dans une misère absolue, tu vois. Et c'est inspirant, j'appelle ça l'aventure, tu vois. Tu découvres des nouvelles choses dans un autre environnement et pouvoir faire quelque chose, pouvoir aider ces gens-là d'une manière ou d'une autre. Et je trouvais ça intéressant. Après, tu les aides à ton humble niveau, tu vois. Tu luttes contre les groupes terroristes qu'il y avait sur place qui foutaient un peu le bordel à droite à gauche, tu vois. C'est sûr que sur le long terme, je pense qu'il y a des choses à faire. Après, il faut voir à quel point le pays est politiquement engagé. Et après, ça devient de la géopolitique. Ouais. Mais en tant que soldat, déjà, il y a eu 2 trucs où j'ai trouvé qu'on avait un impact positif localement, tu vois, parlant. Il y a eu 2 actions où je me suis dit, là, on les a aidés à mieux gérer leur sécurité pour eux, pour leur famille et pour leur village. Tu vois. Ouais, t'as senti que t'avais vraiment un impact et un petit truc à apporter là-bas. Exactement. Et t'es parti ailleurs qu'au Mali ou Non, j'ai fait beaucoup. J'ai fait 2 fois tout ce qui est Mali, Burkina Faso, Niger, donc toute la bande subsaharienne. Est-ce que t'as déjà été amené à utiliser vraiment ton arme là-bas et tout La première fois que j'ai utilisé mon arme, moi en mission, c'était pour faire un warning shot, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que tu vas tirer à côté d'un véhicule pour les forcer à s'arrêter, tu vois, pour leur dire attention, là si tu continues à bouger, on t'allume, quoi, entre guillemets. Mais attention, c'est dans un cadre, c'est ce qu'on appelle des GAT, donc groupement armé terroriste, donc c'est des mecs qui sont répertoriés comme tu arrives sur l'encampement, les mecs ils se barrent à fond la caisse en 4x4. Ils sont armés aussi. Tu vois. Ils sont armés aussi, ils tirent dessus aussi. Donc, après, c'est votre métier, vous êtes les forces spéciales, si vous ne tirez pas, les gars. Non, bien sûr. En fait, tu as des rules of engagement, c'est ce qu'on appelle les RE. Donc, des fois, il faut que tu te fasses tirer dessus avant de pouvoir leur tirer dessus. Ah ouais. Et des fois, un petit peu comme la police en France, tu vois. Des fois, il faut qu'il y ait un certain rapport de légitime défense. Et des fois, il y a certaines zones où les mecs sont identifiés comme étant vraiment un groupe terroriste armé qui vient de faire une exaction. Et là, tu as le droit de tirer à vue, tu vois, dès que tu les vois, dès que le mec est armé en tout cas. Ouais. Dès que tu vois que le mec il est armé face à toi, tu as le droit de tirer. Donc, tu as des différentes règles d'engagement en fonction de la menace que tu as en face et en fonction du degré de dangerosité. Le but, c'est toujours d'essayer de les capturer, mais c'est pas toujours le cas. Là-bas, tu affrontes aussi des guerriers, tu vois. Par exemple, Al-Fourqan, on a combattu aussi beaucoup Al-Fourqan, c'est une branche très nomade, islamique, mais très nomade, tu vois, qui est très fier, très, tu sais, c'est un peu les Touaregs, tu vois, les seigneurs du désert. Eux, par exemple, ils sont très guerriers, c'est-à-dire que dès que tu arrives, les mecs qui sont en minorité ou en supériorité, ils sortent de la calache et ça tire tout de suite. Tu vois. Donc ça dépend de qui t'appréhende, tu vois. Et tu as des mecs complètement perdus, dans Boko Haram, tu peux tomber sur des mecs, alors les mecs, ils te font les pires horreurs quand ils tombent sur des mecs sans défense, par contre, ils vont se rendre direct, tu vois, donc tu as vraiment tout type de salopard possible, tu vois. Et en fonction, tu as des règles d'engagement différentes, quoi. Ok, ça t'est déjà arrivé de tirer sur quelqu'un qui t'a tiré dessus de base ou un truc comme ça? En légitime défense? Entre guillemets, en légitime défense. Ça, c'est on rentre plus dans des détails, mais ça, je le garde pour moi. Mais oui, ça m'est déjà arrivé d'utiliser mon arme en mission. Ouais. Ok. Et ça m'est déjà arrivé de me faire tirer dessus. D'ailleurs, la première fois que je me suis fait tirer dessus en mission, c'est par des forces alliées. Parce que les mecs, tu sais, les mecs là-bas, ils sont formés, ils sont dans la peur. Donc, c'est-à-dire que des fois, ils sont formés, ils sont peu formés. Tu sais, ils ont les armées là-bas. Des fois, ils ont une petite formation, ils sont peu formés. Donc, ils vont pas connaître les signaux pour, tu vois, tu rentres d'une mission par exemple de nuit, les mecs vont pas connaître forcément les signaux et tout, où le gars ça fait 2 semaines qu'il est militaire, donc le mec il va prendre peur et il va envoyer une rafale sur un allié, tu vois. Ah bah oui, t'as ça aussi, hein. C'est ça aussi la guerre. La première fois que je me suis fait tirer dessus, c'était ce cas-là. Donc après tout de suite ils se sont calmés, machin et tout, il a fallu attendre. T'étais pas en panique? Non, bah t'es pas en panique, mais c'est bizarre parce que tu vois. C'est la toute première fois que tu te faisais tirer dessus, quoi. Ouais, la toute première fois, c'est que tu arrives, tu rentres vers un campement. Tu dis que tu rentres à la maison en fait. Ouais, et puis tu te fais tirer dessus. Mais ça arrive, hein, parce que malheureusement, après, dans ces pays, les pays qui sont en guerre, des fois t'as des gens comme ça qui sont amenés à devenir combattants presque du jour au lendemain. Donc tout le monde n'est pas formé pareil, tout le monde le prend pas de manière professionnelle de la même manière. C'est pas qu'une armée professionnelle, nous on est des soldats professionnels, on est formés à ça, etc. Eux, il y en a, ils connaissent pas les signaux, les termes exacts, etc. Tu vois, c'est comme toi, quand tu joues à un match de foot, t'as des signes, des trucs, des machins. Si le mec il comprend rien, il comprend rien, tu vois. Il va t'allumer. Sauf que là, c'est moins rigolo parce que t'entends siffler autour des oreilles, donc c'est moins rigolo. Ouais, j'imagine. Bon, t'as réussi à le faire, toi? Bah ouais. Je crois qu'on a le même. On a fait le même. Hein. On a le même adversaire en tête. Hein. C'est lequel le plus beau alors, franchement? Le tien, franchement, je trouve qu'il est plus réussi. En fait, le mien, j'ai fait une tête un peu plus ronde. Moi, faut que j'y mette une crotte de nez quand même, un truc, tu vois. Un truc, tu vois. Parce que sinon.
Ça, c'est trop gentil. Bon, on a fait les mêmes, hein. Je pense que c'était c'était prévisible, mais Ouais. Bah écoute, j'ai l'impression que c'est ce qui m'attend. c'est ce qui se décide en tout cas. Maintenant, c'est en train peut-être de se faire, donc il n'y a plus qu'à quoi. Ouais. Mais franchement, oui. Hein. En juillet, peut-être. Et ouais, en juillet peut-être. On n'a toujours pas cité le nom, mais en tout cas, ça avance petit à petit. En tout cas, tous les gros médias, ils ont déjà. Ouais, ça commence à le sortir, donc on va voir. Hein. Maintenant, il faut que ça se concrétise. Et ça se concrétise pas toujours, mais si ça se concrétise, voici le prochain combat. Un beau combat. Un bon combat. C'est quoi du coup la suite après le MMA? Qu'est-ce que tu imagines? Comment tu te projettes? Je sais pas, écoute. Parce que les footballeurs, on se dit, tu sais, à chaque fois, bon, quand je fais pas mal de contenu avec les footeux, je leur dis, ouais, est-ce que tu as préparé ton après-foot? Est-ce que, on va dire, entre guillemets, tu es sécurisé? Est-ce que si, est-ce que ça? Mais vous, j'aime bien discuter, j'aime bien m'intéresser à des milieux, à des endroits, à des opportunités. Donc peut-être, je sais pas si je resterai dans le sport. Tu vois, il y en a, ils vivent toute leur vie dans le sport. Tu vois, je sais pas si je la ferai à la Khabib, aller partir après faire coach et tout, coacher, je sais pas. Parce que ça, c'est énergivore aussi. Bah oui. Anthony peut te le dire, tu vois, les coachs, c'est une vocation aussi, coach. Hein. Ouais. Tu as des grands joueurs qui font des très mauvais coachs. Et tu as des mauvais joueurs qui terminent bon coach. Exactement. Ça, c'est drôle ça. Ouais, ça, c'est vrai que c'est. Donc peut-être tu seras je sais pas. un mauvais coach du coup, comme t'es bon combattant. Exactement. Peut-être que je serai un mauvais coach. Non, je te le souhaite pas en tout cas. Non, mais à voir, je sais pas. Je sais pas ce que je ferai, si je resterai dans ce milieu-là ou pas. Et franchement, tu sais que je pourrais rester avec toi, discuter pendant des jours. Hein. T'as tellement une vie riche et plein de trucs à raconter. Une journée, ça suffit pas malheureusement avec Benoît Saint-Denis. Bah, c'est gentil. Il faudrait plus. Et franchement, merci pour le temps que tu m'as accordé. C'était un plaisir. En plus, c'est Riyad qui nous a régalé à l'aviron. Mais donc, ça c'est normal, c'est normal quand même. Gentil. Non mais comment tu as senti cette journée, ça va? Non, c'était hyper cool. Tu sais, moi venir ici à chaque fois, ça me fait plaisir. Tu sais, pour faire découvrir Bayonne, je trouve que l'aviron c'est sympa. Et on a la chance, ils nous ont ouvert encore leur port. Ouais. Et après Sifit, ils ont été très gentils, ils nous ont ouvert aussi leur port, puis ça peut participer, assister au cours. Et moi, je préfère quand c'est comme ça aussi, où le mec il peut participer, vraiment sentir l'atmosphère, tu vois. Là, c'était le cas, là, t'as vu les joueurs, t'as vu les espoirs, t'as vu qu'il y a une émulation, que ça bouge, tu vois, que ça vit. T'as vu que ça vivait un peu aussi entre midi et deux. Tu vois, que tu sentes un peu le milieu, tu vois, pas arriver dans un truc qui est terne, qui a pas de vie, qui a pas de truc. Même quand t'es à Sifit, tu vois, t'as pu t'entraîner et tout. Ça, je trouve que c'est important pour faire découvrir un endroit, c'est de pouvoir ressentir un peu l'état d'esprit et le lieu, tu vois. Mais pas que, ah bah tiens, là-bas, ces trucs, hop, tu regardes de loin et puis tu ok, ah bah ça a l'air cool. On était vraiment en immersion avec toi aujourd'hui. Hein. En immersion, donc voilà. Non, j'étais content, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis moi aussi, c'est ultra sympa de discuter parce que les gens ne se rendent pas compte, mais youtubeur comme Riyad, c'est beaucoup de travail. Non, et ça c'est va. pas que. Non, mais en vrai, si, c'est. Tu vois, un petit peu. C'est presque un pôle emploi lui tout seul parce que tu as beaucoup de gens qui sont autour de toi. T'emploies, il emploie des gens, il travaille avec des gens, donc ne serait-ce que le monsieur qui est derrière la caméra, et ne serait-ce que Maxime, et voilà, donc il y a du monde. Il y a grave du monde, il y a du monde qui bosse, et ça, c'est cool. Ça fait bosser, c'est une économie, et puis ouais, c'est instructif pour moi comme pour toi aussi de discuter de tout ça aussi. Ah mais j'ai passé un agréable moment avec toi aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup. Merci Riyad. Donc la famille, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On a passé une journée avec Monsieur Benoît Saint-Denis à Bayonne et voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. C'est votre Gareth comme d'habitude. Passez une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Bisous la MIF. Pourquoi vous dites tous us à chaque fois les Moi c'est moi, je dis us, je sais pas, ouais. Je sais pas si c'est Ragnar le Breton qui nous a fait rentrer le truc ou pas, mais j'avoue c'est bizarre. Bah moi je disais us depuis avant Ragnar le Breton. Mais c'est un truc de combattant, c'est un truc de mec de JJB ou... Je sais pas, ouais, je sais même pas d'où ça sort. Naturellement je fais ça depuis des années. Chez toi des fois tu te lâches des us tout seul à la maison? Non, c'est comme ça, tu sais, genre vas-y, fin de journée, tu sais, t'as un peu le truc us.